vous avez choisi de venir à une conférence intitulée Manifeste de la compétitivité équitable. On le disait entre nous, le terme est assez bien choisi dans la période que nous traversons. On l'a bien vu au travers des 3 journées de débat ici. La question évidemment du fair trade, de la fair competition se pose à la fois au niveau mondial, hein, G20, B20, mais également évidemment dans chacun de nos pays à l'échelon national. La question de l'équité, la question qu'on pourra évidemment avoir des débats sur la définition de l'équité, de la justice, d'un certain meilleur équilibre, meilleur partage de la croissance se pose. Donc ça va être un peu toutes ces questions-là que nous allons aborder au travers de cette table ronde. Il y a 12 intervenants invités à s'exprimer. Je ne vais peut-être pas vous infliger de les représenter tous parce que vous les connaissez. Je vais les présenter au fur et à mesure de leurs interventions. Messieurs, ce que je vous demanderai, c'est de rester à peu près dans le cadre des 6 minutes que nous avons souhaité pour laisser justement de la place aux échanges, au débat. Et puis si vous nous envoyez des questions interactives, j'ai donc, sans faire de publicité, un écran sous les yeux. Puis je crois que vous verrez apparaître les questions également sur les écrans qui sont là. On essaiera de les prendre ou de les intégrer, de les réagir. Tout le monde pourra les voir. Alors, pour commencer, pour aborder cette table ronde, on va commencer par écouter les chefs d'entreprise. Nous sommes au MEDEF. Et donc, on va écouter les 3 chefs d'entreprise qui sont là avant de débattre avec les autres intervenants. Guillaume Sarkozy, vous êtes délégué général de Malakoff Médéric. Vous êtes un habitué de nos universités d'été et je vous propose bien volontiers d'ouvrir. Merci Philippe et bonjour. En fait, j'ai 5 minutes pour vous convaincre que vos entreprises ont des réserves insoupçonnées de productivité et qu'elles peuvent mobiliser. J'ai 5 minutes pour vous convaincre que ce que vous avez beaucoup de mal à comprendre, ce qui vous semble extrêmement coûteux, c'est-à-dire la protection sociale, en fait, peut être ou est ou doit être un moteur d'optimisation de votre productivité. Je parle de protection sociale compétitive. Alors, 2 mots d'histoire. Je crois que la protection sociale a permis la croissance dans notre pays. De 1960 à 1980, les coûts de protection sociale sont passés de 8% du PIB à 20%. Augmentation très importante, augmentation voulue qui a permis, entre autres, de créer une croissance plus ou moins autour de 5 points par an. Et puis, de 1980 à 2010, les coûts de protection sociale ont continué à augmenter beaucoup moins, mais ils ont augmenté de manière subie, alors que dans la période précédente, c'était un choix d'une augmentation de prestations. 80-2010, ça a été les conséquences de la mondialisation. Ils sont passés de 20 à 24% du PIB pour amortir, encore une fois, les chocs de cette mondialisation. Alors, pour préparer cette intervention, j'ai trouvé une étude de Natixis qui compare les coûts salariaux entre la France et l'Allemagne. Ce n'est pas ça qui fait une politique, mais ça permet quand même de voir ce qui se passe. En 12 ans, les coûts français, 98-2010, les coûts français salariaux ont augmenté, d'après Natixis, de 30%, au moment où les coûts salariaux allemands augmentaient de 7%. Alors, augmentaient de 7 avec une courbe avec du relief, parce que, évidemment, pendant la crise, ils ont diminué d'une manière ou d'une autre leurs coûts salariaux. Donc 30% en France, 7% en Allemagne. Et dans le même temps, l'industrie manufacturière, c'est celle qui est si sensible aux coûts salariaux, a baissé de 1% en France, alors qu'elle augmentait de 28% en Allemagne. Alors, 2 solutions. Évidemment, je vais faire plaisir à mon voisin sûrement en disant qu'une première solution, c'est évidemment de couper dans les cotisations. C'est certainement pas ce que je vais vous proposer, parce que mon métier, c'est justement de prélever ces cotisations. Vous êtes mon actionnaire principal. Jean-Claude Mailly est un actionnaire très important, puisque les groupes de protection sociale sont gouvernés par le MEDEF et les organisations syndicales. Et donc, la solution, bien sûr, c'est de ne pas baisser les coûts. La solution, c'est d'optimiser ces coûts-là. Et ces coûts sont extrêmement importants, puisqu'ils représentent, à peu de choses près, la même somme que la masse salariale nette, c'est-à-dire ce que reçoivent vos salariés sur leur compte en banque. Nous mobilisons toutes choses, le système public et nos systèmes, nous mobilisons des sommes à peu près identiques. Alors comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est possible de les optimiser? Est-ce qu'on peut en faire un vecteur de productivité? C'est la question extraordinairement importante que nous avons à régler. Jusqu'à maintenant, dans les décennies passées, nous considérions que la protection sociale devait être subie, qu'on devait simplement prélever des cotisations. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Elle doit être un véritable moteur de productivité. Comment on fait?
Alors, je prends un exemple qui est celui de la santé. Mais bien entendu, nous travaillons sur bien d'autres exemples. Nous prétendons que l'entreprise peut devenir, pour ceux qui le souhaitent, les salariés et les chefs d'entreprise, un véritable terrain de santé active. Évidemment, c'est provocateur de dire ça. Les chefs d'entreprise, je le sais bien, j'ai été suffisamment longtemps dans cette maison, je sais bien que nous considérons en général, enfin, je suis maintenant entre le patronat et les syndicats, donc je veux dire, les chefs d'entreprise considèrent en général qu'ils n'ont pas à supporter les coûts de la santé. Mais si vous voulez éviter que vos coûts de santé dans votre entreprise explosent, vous devez faire en sorte que votre entreprise contribue à ce moteur de productivité de la protection sociale, en devenant un territoire de santé active. Comment faire? Pourquoi? Eh bien, je prétends qu'il y a un lien entre productivité de l'entreprise et bien-être des salariés. Alors, et que l'on peut mesurer ce bien-être des salariés. Alors, quelques exemples extrêmement simples. Si, évidemment, Éric Albert nous en parlera, un salarié est stressé pour toute raison, et toute bonne mauvaise raison, qu'il dort mal, exemple basique, demain matin, il aura bien sûr une productivité très faible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous mesurons l'état de santé, l'état de bien-être des salariés dans l'entreprise et nous proposons des solutions pour ceux qui le veulent, pour améliorer leur état de bien-être. Et donc, mécaniquement, leur productivité va augmenter. Nous ne faisons pas simplement du social, nous faisons, en faisant ça, de l'économie. Une deuxième solution, la prévention. Vous savez que les 2/3 des déterminants de notre santé, les 2/3, ce n'est pas la médecine, c'est le mode de vie, le comportement. Si nous aidons par des politiques de prévention, si nous aidons les salariés dans une entreprise à avoir une meilleure, pas d'addiction, activité physique, tout ce que vous savez sur la prévention, mécaniquement, ils auront une supplémentaire. Troisième exemple, si vos salariés attendent trop longtemps pour acheter des lunettes ou pour acheter un appareil auditif parce qu'ils ont peur du reste à charge, eh bien leur productivité, bien sûr, sera beaucoup plus faible. Que ce qu'on fait, nous créons des réseaux, et nous avons fait des réseaux de soins, et nous faisons baisser le coût des lunettes de 25%. Tout ça pour montrer qu'il y a un ensemble de solutions de productivité à condition qu'on veuille bien s'y intéresser. Dernier exemple, mais qui est certainement emblématique, nous lançons dans les semaines qui viennent une opération sur 13 000 salariés de la région Nord que nous allons dépister par rapport au risque d'hypertension. Et nous pensons, nos modèles nous montrent, que nous allons avoir la rentabilité, le retour sur investissement de ce dépistage de 13 000 salariés sur la prévoyance. Je pense donc qu'une politique construite au sein de l'entreprise, j'ai pris l'exemple de la santé, on pourrait prendre 20 autres exemples, notamment sur les questions de retraite ou sur les questions de revenus de remplacement. Mais une politique construite dans l'entreprise, évidemment en équilibre entre salariés et chefs d'entreprise, et avec l'aide de spécialistes que nous sommes, c'est notre nouveau métier maintenant demain. C'est plus seulement de prélever des cotisations, c'est d'administrer la protection sociale, que cette politique va vous permettre d'affronter beaucoup mieux que par le passé vos coûts votre compétitivité et votre productivité. Merci Guillaume Sarkozy. Alors maintenant, nous allons écouter Jean-Bernard Lévy, le président de Vivendi, peut-être aussi sur des enjeux plus globaux, plus macroéconomiques, au moment où évidemment se pose toute la question du basculement, la Chine, etc. La compétitivité, c'est également la réciprocité. J'imagine que c'est un peu aussi le message. Oui, certainement. Mais je voudrais d'abord dire bonjour à tous. Je voudrais d'abord vous dire que c'est une belle tribune pour s'exprimer sur un beau sujet. Je ne sais pas si le sujet lui-même appelle une réponse, parce que rapprocher compétitivité et équité, c'est poser un problème qui, pour l'instant, n'a pas trouvé de réponse. Et les divergences que l'on voit aujourd'hui entre les différentes zones du monde, l'état actuel des négociations de l'OMC ou du dialogue du G2, États-Unis-Chine, montre bien que la recherche d'une bonne équité à l'intérieur des grandes zones du monde et dans leurs relations
entre ces zones est particulièrement difficile. Alors, je serais d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le fait qu'on a un État-providence qui souffre et que ça serait bien de penser à en optimiser la gestion. Je crois que c'est indiscutable. Rappelons d'abord qu'on a un bel État-providence, une belle protection sociale, et qu'il faudra déjà être sûr qu'on va réussir à le préserver compte tenu du handicap qu'il nous crée en matière de compétitivité. Donc l'équité, la protection, c'est très beau, ça montre la nécessité de trouver des équilibres au sein de la société, de ne pas accepter la loi de la jungle, mais la compétition, c'est aussi la loi de la jungle en grande partie parce que beaucoup d'acteurs dans le monde ne parlent pas avec le même système de valeurs. Et nous qui sommes présents dans des dizaines et des dizaines de pays sur tous les continents et dans toutes les circonstances, nous voyons bien dans nos métiers, en particulier dans nos métiers de médias numériques, combien la perception des valeurs de la démocratie, des valeurs de l'échange, des valeurs de la propriété intellectuelle sont différentes d'un endroit à l'autre. Et donc je crois qu'il faut aborder ce débat sans angélisme et plutôt avec pragmatisme. C'est évidemment pas évident, mais il est clair que la compétition ne sera pas égale parce qu'il me paraît d'un idéalisme totalement impossible à achever, d'essayer d'aligner les systèmes de valeurs sur nos valeurs occidentales. C'est un beau projet, mais c'est un projet qui ne se concrétise pas aujourd'hui, malgré quelques succès à proximité de l'Europe, qui ne se concrétise pas du tout aujourd'hui en Asie. Il suffit de voir le comportement de la Chine vis-à-vis du monde de l'Internet pour voir combien sont vains aujourd'hui nos débats, par exemple, sur l'acceptation ou non d'un tout petit peu de régulation à travers la loi Hadopi. Alors moi, ma réponse, ça serait de dire, essayons déjà de préserver ce que nous avons mis en place, essayons d'en optimiser le coût. Évitons peut-être d'avoir ce triste record d'être les champions du monde des prélèvements obligatoires. Je crois que sur les 50 premières économies mondiales, c'est la France avec plus de 56% qui dépense le plus d'argent public, qui fait le plus marcher cette grande lessiveuse dont on se demande quelle est sa compétitivité pour assurer cette protection sociale avec ce chiffre record de 56%. Il paraît que les Danois font un petit peu mieux, mais enfin, je crois que la population du Danemark, c'est 4 millions d'habitants, donc je ne suis pas sûr que ça soit vraiment comparable. Donc posons-nous cette question et puis travaillons sur notre compétitivité. Faisons ce que nous savons tous être les grands axes de la compétitivité, peut-être en parler un petit peu moins et le faire davantage, peut-être justement faire comme nos voisins allemands qui arrivent à avoir un consensus social qui est quand même de bonne qualité, tout en acceptant de ne pas augmenter les salaires, de travailler davantage, d'investir peut-être un peu plus que nous dans la relation entre le monde de l'enseignement et le monde de l'entreprise. Je ne dis pas du tout ça pour mon voisin de gauche, mais il le note. Mais je dis ça bien sûr pour plutôt la masse des enseignants, des élèves et des administrateurs des systèmes éducatifs qui vont rentrer la semaine prochaine dans leur classe. Et peut-être défendons-nous aussi, peut-être en parlant un petit peu moins, notamment en matière de protection et de barrières non tarifaires au commerce, comme justement savent le faire très bien un certain nombre de pays voisins. Donc agissons peut-être dans ce sens et puis optimisons notre compétitivité. Un dernier mot pour dire que je travaille beaucoup bien sûr dans l'économie numérique, que c'est peut-être là que notre handicap a le plus augmenté ces 15 dernières années. Si nous avions aujourd'hui dans l'économie le poids de numérique qu'a la Grande-Bretagne, pays qui n'est pourtant pas érigé en modèle de développement industriel, mais plutôt en modèle de développement de services, eh bien si nous avions une industrie numérique à l'égal de celle de la Grande-Bretagne, notre PIB serait supérieur de 8%
à ce qu'il est aujourd'hui. Mais en Grande-Bretagne, on sait probablement mieux concilier les intérêts des consommateurs et les intérêts de l'économie. En France, on a pris une position totalement pro-consumériste et on en voit aujourd'hui les conséquences en termes de pouvoir d'achat, 8% de différence sur la totalité du PIB, puisqu'on sait qu'à peu près le tiers de la croissance du PIB sur la longue période est permis par le numérique. Donc voilà quelques idées un peu en vrac sur ce thème difficile. Merci à vous. Merci beaucoup Jean-Bernard Lévy. Je pense que Pierre Nanterme, qui est président d'Accenture Monde et la commission économique du MEDEF, va souscrire à ce que vous dites. La compétitivité, finalement, aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'on a ce chiffre de 56% qui vient d'être cité de dépenses publiques en France. Aujourd'hui, ça fait consensus. On a l'impression, ça ne fait plus débat. La question, c'est d'arriver à réconcilier, évidemment, avec la notion d'équité. Oui, alors tout d'abord, bonjour à tous. Et moi, je suis extrêmement heureux d'être sur cette table ronde parce que manifeste de la compétitivité équitable, les trois mots me conviennent parfaitement bien. Et je pourrais même me qualifier comme un militant inlassable de la compétitivité. Alors, autant avec tous mes camarades du Conseil exécutif et du MEDEF, au niveau de la présidence de la Commission économie, je me souviens que dès 2006, et on avait publié, bien sûr, Besoin d'air en 2007, mais à l'époque, une communication qui s'appelait la politique de l'offre compétitive en France. La politique de l'offre. Alors à l'époque, vous savez, mais qu'est-ce que c'est que cette politique de l'offre? De quoi vous voulez parler? Offre compétitive, de quoi s'agit-il? Après, alors peut-être hélas, 5 ans, le mot de compétitivité n'est plus un gros mot. Et politique de l'offre semble être maintenant communément admis. J'ai lu beaucoup d'ouvrages cet été, notamment d'ouvrages de politique de tous bords. Et alors, il faut être plus compétitif, la France n'est pas assez compétitive, et la compétitivité, c'est la politique de l'offre, plus d'innovation, plus d'éducation. Alors là, moi, je suis ravi qu'aujourd'hui, on puisse aborder en effet ce thème-là en tant que militant, et à la fois en tant qu'aujourd'hui le CEO d'Accenture, c'est notre moteur, nous. La compétitivité, c'est notre moteur, et depuis 28 ans que je suis dans cette entreprise, tous les jours, quand on se réveille, la seule question qu'on se pose, c'est comment être plus compétitif. C'est la question qui se pose. Alors, bien évidemment, cette compétitivité, il faut qu'elle soit... Alors, on utilise le mot d'équitable. On avait déjà un débat ce matin sur la définition du mot équitable. Alors, comme on est en France, on commence bien sûr par débattre sur les concepts et sur les mots, mais on voit que pour moi, équitable, c'est la combinaison de loyal et en effet, donc faire, et aussi quelque chose qui se répartit entre les différents acteurs d'une manière appropriée. Donc, si je prends une entreprise comme la nôtre, et si je regarde ce manifeste, et je pense que c'est bien d'un manifeste dont on parle, on prend une position, on la manifeste et on la revendique. Il y a 3 leviers qui me paraissent tout à fait déterminants. Et je vais les passer en 2 minutes 50. Le premier, pour être compétitif, il faut avoir accès à des marchés. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, on en a beaucoup parlé ces 2 derniers jours, mais l'ordre économique mondial est transformé. La mondialisation, même la globalisation, c'est un vieux concept, puisque c'est un concept où on pensait que c'était les entreprises puissantes de l'Ouest allaient vendre dans les pays de l'Est avec les méthodes de l'Ouest. C'est fini. Le monde, il s'organise aujourd'hui autour de grands pôles économiques. Nous, on est organisé plus ou moins autour de 6 à 7 grands pôles. Vous avez l'Amérique du Nord, vous avez l'Amérique latine, vous avez l'Europe, vous avez l'Afrique, vous avez l'Inde et le Moyen-Orient, l'Asie du Nord-Est, l'Asie du Sud-Est, et c'est autour de ces blocs-là que s'organise le commerce. Mais de manière intéressante, c'est que les entreprises se développent à l'intérieur d'un bloc, et ces blocs doivent avoir les mêmes politiques fiscales, sociales, économiques, et doivent être extrêmement fluides, et ensuite le commerce va s'organiser entre ces blocs. C'est de cela dont on parle. C'est pour ça que le débat sur l'Europe, oui, il faut une Europe intégrée. Oui, il faut une Europe intégrée socialement, économiquement, politiquement et fiscalement. Et oui, il faut organiser un commerce entre ces blocs et non pas d'une manière, j'allais dire, unilatérale de pays à pays, mais de bloc à bloc, et il faut montrer ses muscles. Donc quand j'entends parler de protectionnisme, démondialisation, je me demande parfois de quoi on parle. C'est comme de dire, est-ce qu'on fait grandir des arbres en réduisant la taille du pot ?
Ça viendrait à l'idée de personne. Et nous, on imagine que si on réduit la taille du pot, on va créer des entreprises plus grandes. Par moment, moi je suis quelqu'un de simple, mais je m'interroge. Bien évidemment, il faut des marchés pour les entreprises, mais il faut travailler dans la compétition loyale. Alors, la compétition loyale, on sait ce qu'il en est. Il y a des problèmes. Il faut régler les problèmes de corruption, il faut régler les problèmes de patente, il faut régler les problèmes de réciprocité. Mais ça peut commencer par le travail des entreprises. Nous, dans notre entreprise, on a quelque chose qui s'appelle le Code of Business Ethics, c'est-à-dire notre code de conduite des affaires. Alors, ce n'est pas un ouvrage qui se veut être bon esprit et qu'on met quelque part. Cet ouvrage est signé par chacun de nos 220 000 collaborateurs dans le monde. Il y a des formations obligatoires tous les ans pour l'ensemble des dirigeants. Si ces formations ne sont pas suivies, la performance en ressentira, à commencer par la mienne. Et j'ai dû cet été d'ailleurs faire ma formation, sinon ma performance personnelle et mon évaluation auraient été dégradées. Il faut prendre ça extrêmement au sérieux. D'abord que les entreprises se comportent bien, et ensuite, bien évidemment, que les États mettent les éléments. Deuxième point, les talents, et je sais qu'on en parlera beaucoup. Aujourd'hui, l'enjeu de l'éducation est l'enjeu numéro 1 pour créer la compétitivité équitable. C'est absolument fondamental. On a parlé de la guerre des talents. Alors moi, je représente une entreprise de service. C'est 220 000 collaborateurs et plus. Et c'est surtout tous les ans, ces 2 dernières années, nous avons recruté 60 000 personnes. C'est pour ça que quand tu entends dire « les entreprises ne font pas leur job, elles ne recrutent pas, elles se comportent mal », c'est quand même de la blague. C'est quand même la plus grande blague de l'histoire. Les entreprises, elles se battent, elles conquièrent des marchés, elles vont à l'étranger, elles vont dans des pays dont elles ne parlent même pas la langue, et elles embauchent, et elles se battent. Nous, c'est 60 000 par an, et c'est tous des jeunes, plutôt des hauts diplômés, et je remercie HEC d'ailleurs de l'excellent travail qu'ils font ici pour nous fournir d'excellents collaborateurs. Et donc, c'est ces talents. Maintenant, qu'est-ce qui m'inquiète? C'est qu'en effet, si on prend notre pays, on en a parlé un peu hier, il y a une bataille sur les carrières scientifiques et techniques. Ouais, j'en parle d'autant plus aisément que moi je suis diplômé d'une école de commerce, c'est l'ESSEC, et je remercie HEC de m'inviter aujourd'hui. Mais il faut des gens diplômés d'écoles de commerce, mais les carrières scientifiques et techniques, il y a un enjeu fondamental. La France diplôme 30 000 ingénieurs, l'Inde en diplôme 300 000. L'Inde diplôme plus d'ingénieurs que l'ensemble de l'Europe réunie. Mais c'est un enjeu majeur. Et l'Inde est en train de prévoir des capacités de développement de ces ingénieurs de 700 000. 700 000. Voilà, là, on est au cœur du sujet, et l'éducation, notamment l'éducation supérieure, est un enjeu considérable. Qu'est-ce qu'il faut faire en la matière? Il faut des jeunes diplômés. Après, qu'est-ce qui se passe quand vous avez des jeunes diplômés? Il faut les former, mais vous avez fait que la moitié du chemin, ou même le tiers. Après, il faut les motiver, et il faut les garder chez nous. Vous allez dans les écoles supérieures, vraisemblablement plus de la moitié des étudiants vont vous dire qu'ils veulent démarrer à l'étranger. Et là, on a un problème de rétention des talents en France, et on parlera peut-être des rémunérations à un moment donné, donc je suis extrêmement inquiet. Notre entreprise mène tous les ans, régulièrement, une comparaison des salaires en essayant d'égaliser les choses, parce qu'on nous raconte toujours des choses, nous on a la protection sociale dedans, donc on ne peut pas se comparer aux Italiens, aux autres systèmes de retraite qui ont des fonds de pension. Quand vous égalisez tout ça, en Europe, la France est le pays qui a le coût du travail le plus élevé pour les salaires nets les plus bas, pour les talents et les cadres. Coût du travail le plus élevé, salaires les plus bas. Vous appelez ça de l'équité? Vous appelez ça de l'équité? Vous offrez des conditions équitables à des jeunes talents? Le marché des talents, il n'est pas français, il est international, et Bernard Ramanantsoa le sait très bien. Sinon, pourquoi les écoles se mettraient dans des classements internationaux, militeraient pour être dans des MBA, si ce n'est pas parce que ces talents, ils sont... Et leur rémunération doit être en fonction de ça. Dernier point, la technologie. Et bien évidemment, le moteur de la compétitivité, c'est la technologie. Une révolution est en cours et on risque de la rater. Elle est en cours. Et c'est une révolution, ce n'est pas quelque chose... ce n'est pas du blog, c'est une révolution qu'on appelle numérique, cloud computing, mobilité, gestion des données. Elle est en train de révolutionner la manière pour les entreprises et les gouvernements de travailler. Il faut en prendre conscience, et en effet, Guillaume Sarkozy parlait très bien de la protection sociale. Aujourd'hui, on est en train de transformer des systèmes de protection sociale en les rendant totalement numériques. Voilà 15 à 20 ans qu'on parle du dossier médical en France. Aujourd'hui, Singapour vient de passer complètement
leur système de santé sur le numérique. Donc, à un moment donné, parler, c'est bien, agir, c'est indispensable. Et agir, ce n'est pas suffisant, c'est agir maintenant. Donc oui à la compétitivité équitable, mais il faut se dépêcher. Merci Pierre Nanterme, je crois que oui, on peut vous... On peut vous remercier d'avoir bien situé les enjeux, d'ailleurs tous les trois chefs d'entreprise, finalement sur des terrains qui semblaient disparates, mais on rejoint finalement un même terme, c'est la question du capital humain finalement, qui est évidemment l'enjeu pour nos sociétés. Alors on va maintenant, dans finalement un tournant et une évolution de la table ronde, écouter d'autres personnalités, en commençant par Jean-Claude Mailly. C'est normal de vous donner la parole après avoir entendu les entreprises. Vous avez entendu ce qui a été dit. Bon, vous savez, il y a le G20, il y a le B20, MEDEF, et puis on pourrait imaginer, et je crois que vous allez nous en parler aussi, un S20 des syndicats, et plus globalement, comment, par rapport à ce qui vient d'être dit, vous vous situez sur ces questions de... Est-ce que vous avez un manifeste, finalement, à nous transmettre? Bien, merci, et bonjour à toutes et à tous. Je voudrais dire d'abord que je ne suis pas dépaysé d'être là aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est que ce n'est pas la première fois que je viens. La deuxième, c'est que vous avez choisi la couleur rouge. Et c'est une couleur que je connais bien, donc ça ne me dépayse pas. Ceci étant, pour bien comprendre un peu la manière dont nous abordons les choses, considérons que la crise que nous traversons en France et ailleurs, est une crise de système. Et qu'à partir de là, tant qu'on ne changera pas relativement fondamentalement les choses à différents niveaux, nous resterons en crise, avec des hauts et des bas. Ça peut replonger, comme on l'a vu cet été, et ça ne veut pas dire que je suis pessimiste, mais ça veut dire que la crise n'est pas quelque chose de passager, c'est quelque chose de profond. C'est aussi, d'une certaine manière, l'effet de 25 ans, ou entre 20 et 30 ans, de libéralisation à outrance au niveau international, au niveau européen, mais aussi au niveau national. Et qu'il y a nécessité pour nous, alors je dirais d'une triple rupture. Au niveau international, nous pensons par exemple qu'il faudrait avoir une espèce de Bretton Woods moderne, où les États au niveau international rediscutent monnaie, rediscutent règles financières et remettent des règles. C'est quelque chose qui nous apparaît indispensable. Et j'y reviendrai concernant le G20. Mais ça veut dire aussi des modifications, je suis européen, que les choses soient claires, mais des modifications dans les modalités de la construction européenne. Alors nous sommes partisans, par exemple, de l'intégration d'un protocole social de droit primaire, mais est-ce que, par exemple, on ne doit pas réviser profondément la directive détachement qui existe? J'entendais tout à l'heure des comparaisons France-Allemagne, sauf qu'aujourd'hui, en Allemagne, dans l'industrie de la viande, par exemple, où il n'y a pas de salaire minima dans cette branche, vous avez des travailleurs polonais, roumains qui sont employés dans l'industrie de la viande allemande, et ce n'est pas eux qui sont en cause, qu'on se comprenne bien, aux conditions salariales qui ne sont pas celles des Allemands. Et moi j'ai mes amis danois qui disent mais on assiste à des délocalisations d'entreprises de l'industrie de la viande du Danemark vers l'Allemagne pour une raison de dumping social. Ça, c'est un abus. Alors je prends un exemple, on pourra en prendre d'autres. Est-ce que la directive détachement qui existe, on est dans le cadre de l'Union européenne, ne doit pas aussi imposer certaines règles pour qu'on n'ait plus ce type de situation? Troisième élément également, au niveau national, où la difficulté de la situation, c'est que les trois niveaux sont aujourd'hui nécessaires. On ne peut pas régler uniquement les questions au niveau national. Il y a la dimension européenne et la dimension internationale. Sur l'aspect international des choses, il y a un B20, il y a un G20 d'abord, que la France préside cette année, il y a un B20, mais il y a aussi un S20, ça veut dire les syndicats, membres des pays, des 20 pays. En ce qui nous concerne, ça existe depuis longtemps. Nous sommes dans le cadre d'une confédération syndicale internationale, la CSI, dont vous avez eu d'ailleurs la secrétaire générale qui est venue s'exprimer à cette université d'été, Sharon Burrow. Donc nous travaillons de manière coordonnée entre les syndicats, nous avons des contacts avec les différents gouvernements et nous serons également à Cannes dans le cadre de ce S20, comme on l'appelle. Ce n'est pas simplement
les syndicats des 20 pays en question, c'est aussi une position internationale défendue dans le cadre de la Confédération syndicale internationale. Hein, c'est au-delà même des 20 pays. Parmi ce que nous défendons, ce n'est pas nouveau, mais parmi ce que nous défendons, et nous le défendons, je dirais, encore plus fortement depuis que la crise a éclaté, c'est par exemple l'obligation de respecter partout, donc qui dit respect dit aussi contrôle, les normes internationales fondamentales du travail. Et notamment 8 conventions internationales qui portent sur 5 thèmes majeurs, c'est l'interdiction du travail forcé, l'interdiction du travail des enfants, la non-discrimination et la liberté d'association et de négociation, hein, qui doivent être, selon nous, respectées partout dans le monde. Ça veut dire aussi que le respect de ces normes doit s'imposer aux organismes internationaux tels que l'OMC, tels que la Banque mondiale ou autres organismes divers. Nous avons obtenu syndicalement, ce qui n'était pas une évidence au départ, par exemple que le directeur général de l'Organisation internationale du travail participe au G20 avec les chefs d'État au même titre que le FMI ou au même titre que la Banque mondiale, alors qu'avant, il n'y assistait pas. Ça ne change pas fondamentalement les choses, mais il porte également, à partir de là, une vision sur le travail au niveau international qui apparaît indispensable. Alors quand je dis ça, est-ce que l'on peut parvenir à un manifeste qu'on l'appelle comme on veut? C'est pas évident, y compris au niveau international. C'est pas évident. Moi, je vais prendre, y compris syndicalement, autant dans les 20 pays à la Chine, par exemple, les syndicats chinois n'appartiennent pas à la Confédération syndicale internationale, puisque ce ne sont pas des syndicats libres. Donc déjà, est-ce que les Chinois seront d'accord avec les autres? Oh, c'est loin d'être évident. Mais ce que je dis sur le plan syndical, je ne pense pas que ce sera beaucoup plus simple sur le plan des organisations d'employeurs. Est-ce que le B20 parlera d'une voix, enfin c'est pas à moi de répondre, mais est-ce que le B20 parlera d'une même voix? Est-ce que la Chambre de commerce américaine aura la même position que le MEDEF? Pas sûr, j'en sais rien, ou d'autres, peu importe. Hein, donc ce ne sera pas aussi évident que ça. Dernier point, parce qu'après la notion de compétitivité, ça mérite un débat en tant que tel. On a trop souvent tendance à présenter la notion de compétitivité sous un seul angle, qui est la compétitivité coût. Et à partir de là, problème de coût du travail. Ce qui mériterait un débat en tant que tel, parce que, y compris certains de vos secteurs d'activité protestent actuellement, je le sais, sur certaines conséquences, par exemple, de la révision générale des politiques publiques, et je pense par exemple au secteur du bâtiment et des travaux publics, qui est confronté à la révision générale des politiques publiques, à une libéralisation à outrance, considère que les règles maintenant de concurrence ne sont plus loyales dans le secteur. Donc ça mérite un débat, la notion de dépense publique, leur efficacité, leur contenu, le lien entre la dépense publique et la notion républicaine, tout ça mériterait un débat. Or, la compétitivité, ça n'est pas que la compétitivité coût. C'est aussi la compétitivité hors coût, qui est aussi importante, voire plus importante. Et moi, je suis toujours prudent quand on fait des comparaisons internationales. Souvent, en la matière, comparaison n'est pas raison, y compris quand on compare entre la France et l'Allemagne. Hein, vous savez, on peut tous trouver des statistiques qui ne sont pas forcément les mêmes, mais il faut bien savoir qu'en Allemagne, le taux de précarisation s'est énormément développé depuis quelques années, que même s'il y a une dégradation en France, selon l'INSEE ces derniers jours, le taux de pauvreté en Allemagne est beaucoup plus important qu'avant. Et ce n'est pas pour rien, par exemple, que mes camarades allemands du syndicat DGB se demandent et sont aujourd'hui enclins à dire s'il nous manque quelque chose en Allemagne, c'est l'existence d'un SMIC. Nous n'avons pas de SMIC en Allemagne, il y a des salaires minimums négociés dans les branches, et pas dans toutes les branches, mais ils sont en train de réfléchir à la mise en place d'un SMIC. Ça veut dire qu'il faut comparer, il faut tout comparer. On ne peut pas rester sur un élément de coût du travail. Ça a été dit tout à l'heure, d'ailleurs, si on regarde les statistiques industrielles sur le coût du travail, c'est très proche. En France et en Allemagne, il faut regarder l'ensemble des phénomènes. Alors, peut-être que le diagnostic ne sera pas partagé, mais moi, ça ne me gêne pas. Un diagnostic contradictoire, c'est parfois plus performant
qu'un diagnostic partagé. Mais si ça allait sur, par exemple, le respect des normes internationales du travail et avoir un socle minimum de protection sociale collective qui est aussi, mais je crois que Martin Hirsch y reviendra, si c'est sur ces deux questions-là, on peut discuter. Si c'est sur autre chose, ça risque d'être plus tendu. Je vous remercie. Merci Jean-Claude Mailly. Je fais juste une incidente dans notre déroulement parce que vous êtes interpellé, il y a la question qui apparaît pour tout le monde la voit, donc autant vous la poser tout de suite. Quelqu'un qui réagit, bon, je ne pense pas que ce soit forcément agressif, c'est pas forcément ce que vous avez dit d'ailleurs, c'était peut-être un petit peu une réaction d'humeur, mais aborder tous les problèmes en disant, en commençant par dire, je cite la question, par dire qu'il faut changer les autres, n'est-ce pas une façon de se défausser? Donc ça c'est adressé à vous, oui. C'est peut-être une question pour dire aussi par rapport à nos enjeux à nous, quand même, on a une présidentielle qui arrive, il va y avoir des choses à faire, des changements pour être plus compétitif. Est-ce que vous reconnaissez que là-dessus, il y a quand même du terrain? Je ne vais pas rentrer dans le débat sur la présidentielle, c'est pas notre préoccupation syndicalement. Syndicalement, je parle. Non, je ne dis pas que c'est les autres, je dis tout simplement, je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire en France, mais je dis on est dans une situation de crise internationale qui fait qu'aucun pays, la France, l'Allemagne, pour moi, quel est le pays qui aujourd'hui est dans la situation économique la plus difficile? Dans les grands pays. Pour moi, ce sont les États-Unis aujourd'hui. C'est eux qui sont dans la situation économique la plus délicate. Et moi, je l'ai dit publiquement et je le redis, il y a vraisemblablement, oui, je ne dis pas de la Maison-Blanche, mais il y a eu du lobbying intense pour faire diversion quand les États-Unis perdent leur triple A. Moi, je n'ai pas la preuve, mais j'en suis convaincu. Vous êtes un adepte de la théorie du complot? Non, je vais pas. Non, bon, c'est pas du complot. Ça fait partie des règles du jeu. Enfin, c'est la guerre économique. La première fois. La guerre économique. Je ne suis pas surpris de ça. Je l'ai dit. Bon, ceci étant, les problèmes se posent aux trois niveaux aujourd'hui. Moi, je veux bien, mais reprenez. J'arrêtais là, mais reprenez les communiqués des G8 et des G20 de début de crise, à la fois la déclaration de Washington, déclaration de Londres. Regardez ce qui a été mis en œuvre. Il y a eu les règles Bâle 3 un peu, il y a eu quelques bricoles, je dirais, sur les paradis fiscaux, basta, il n'y a rien eu d'autre. Or, y compris, il y avait des annonces qui avaient été faites. Et donc, au niveau européen, il y a des choses à faire, et également, bien entendu, au niveau national. C'est les trois niveaux, c'est pas que les autres doivent changer, je dis pas qu'on doit... Non, on vous a compris, ouais. Vous avez répondu. Merci. On va prendre votre réaction, Pierre Nanterre, mais rapidement, parce que je voudrais faire le déroulé de la table ronde. Juste une réaction, parce que j'entends, il y a une crise internationale mondiale. Non. Ouais, soit c'est trop court. Et élaborer un tout petit peu, alors, parce que là, vous nous surprenez. Non, parce qu'on disait... C'est intéressant, je trouve cette question extrêmement pertinente, pas seulement pour Jean-Claude Mailly, mais pour nous tous, en disant le problème, il est mondial. Non, il n'est déjà pas mondial. Vous savez, le monde, c'est assez simple. Les États-Unis, c'est 25% de l'économie. L'Europe, c'est 25% de l'économie. Le reste, c'est 50% de l'économie. 50% de l'économie va bien. Donc, quand on dit qu'il y a une crise mondiale et internationale contre 50% de l'économie, le problème du Brésil, c'est qu'ils ont trop d'afflux de capitaux. C'est un problème. Ils sont en surchauffe parce que vous avez trop d'investissements qui vont au Brésil. C'est un problème peut-être qu'on aimerait avoir, nous, en France. Les gens qui se précipitent chez nous pour investir, amener leur argent, créer des usines et du travail. Donc, la crise, c'est la crise des autres 50%. Et ces 50%, c'est la crise des pays de l'OCDE, c'est la crise des pays développés, c'est-à-dire c'est la crise des pays riches. Et c'est la crise des pays qui vivent au-dessus de leurs moyens. Ce n'est pas une crise internationale. C'est la crise des pays riches qui vivent au-dessus de leurs moyens. Ce n'est pas autre chose. Pierre, on va pas faire... mal barré pour le manifeste. Hein. Voilà, on voit bien que le diagnostic n'est pas forcément partagé. C'est tôt, il faut bien qu'on débatte. Je vous propose qu'après avoir entendu, quand même, parce que tout le monde doit s'exprimer, le temps passe, je vais d'abord passer la parole pour qu'on écoute les autres intervenants et je pense qu'on pourra continuer sur ce débat. Enfin, il est bien lancé, voilà, on l'a bien compris. Alors, maintenant, nous allons écouter un sociologue, Michel Maffezoli, qui a fait, je crois, autrefois un manifeste du post-modernisme. Alors, je pense que cette question de manifeste, Michel, vous vouliez la commenter. Oui, je veux bien. Je ne sais pas si on pourra, en écoutant depuis tout à l'heure, apporter de vraies réponses. En tout cas, il me paraît important de savoir poser la question. Ça, c'est ce qui nous caractérise. Et en même temps, c'est un vaste problème. Quand on regarde, puisqu'il y a le mot manifeste,
C'est amusant d'ailleurs ce terme. Mais quand on regarde ce que sont les manifestes dans les temps modernes, je dirais depuis le discours de la méthode cartésien, qui est un manifeste jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'au manifeste du Parti communiste de Karl Marx au XIXe siècle, et on a là exactement ce qu'est l'orbe de la modernité, on voit qu'il y a toujours, je dirais, une partie destructrice et une partie constructive. Descartes, vous en avez peut-être quelques souvenirs, rappelait dans son discours de la méthode qu'il faut faire une tabula rasa, une table rase, justement pour pouvoir en quelque sorte construire. Et moi je crois que concernant le problème qui nous occupe ici, et si on veut d'ailleurs répondre à ce qui est le titre de l'université du MEDEF, l'étrangeté du monde, mode d'emploi, il faut peut-être justement repérer quelles sont les tendances de fond. Moi, je suis toujours attentif, et chaque fois que j'ai l'occasion de parler, de dire cela peut paraître paradoxal, mais il faut être attentif au changement climatique qui est en jeu actuellement. Et le changement climatique, ce n'est pas un changement climatique simplement stricto sensu, mais c'est également le changement climatique spirituel, ce dans quoi on baigne. Et je vais dire pourquoi, à mon avis, c'est important. Peut-être d'ailleurs, c'est là-dessus qu'on pourrait s'entendre, enfin je dis on pourrait s'entendre, je suis certain que non, mais enfin qu'on pourrait s'accorder un peu sur le mot de crise. Moi, la crise n'est pas simplement ce qui est habituel de dire, et en particulier dans les écoles comme celle qui nous accueille aujourd'hui, une crise économique ou une crise financière. Je me suis amusé, avant de venir, de regarder l'étymologie du mot « crisis » en grec. C'est le jugement qui est porté par ce qui est en train de naître sur ce qui est en train de cesser. Le deuxième sens du mot « crisis » en grec, c'est amusant d'ailleurs, et c'est très simple, c'est le crible. Cet instrument qui fait qu'en quelque sorte, on va passer au crible quelque chose pour rejeter la paille et garder le bon grain, si je puis dire. Donc il y a dans cette idée de crise quelque chose qui est en effet beaucoup plus global. Moi, je dirais que nous assistons de fait à la fin d'un monde, on a du mal à le dire, qui n'est pas la fin du monde. Voilà. Il y a la fin d'un monde, c'est certain, et peut-être même, d'ailleurs, il faut bien le dire, des valeurs occidentales qui ont gouverné ce monde pendant fort longtemps, et on se rend bien compte qu'il y a quelque chose d'autre qui est émergent. D'ailleurs, ça a été souligné il y a un instant. Petite précision sémantique, puisque Philippe, vous avez insisté là-dessus. Moi, je suis de ceux, en effet, qui considèrent qu'il faut prendre au sérieux le passage de la modernité, les 3 siècles qui viennent de s'écouler, à quelque chose d'autre que nous avons du mal en France à apprécier, qui est la post-modernité. Alors, c'est vrai qu'on a du mal à le comprendre, cela, parce que la France a inventé la modernité. 18e, 19e siècle et tout à l'avenant, et du coup, quelque chose dans notre inconscient collectif, je dirais, fait qu'on bloque dans l'émergence de la post-modernité. Actuellement, ce n'est plus à Paris qu'il y a des débats sur la post-modernité, c'est à São Paulo, Chicago, Tokyo, Séoul, et pas à Paris. Moi, je pars ce soir pour São Paulo, où, organisé par Petrobras et les entreprises brésiliennes, il y a un colloque intellectuel sur le thème de la postmodernité. Et donc, je crois qu'il faut prendre au sérieux cela. Alors, comment on peut voir cette postmodernité? Je vais ici un peu peut-être, sinon vous choquer, en tout cas vous faire une ou deux propositions. Moi, je crois que c'est la saturation de l'économisme qui a prévalu jusqu'à maintenant dans l'organisation du monde. Je dis bien l'économisme dans le sens simple du terme, c'est-à-dire ce qui nous vient, aussi curieux que cela puisse paraître, d'une position qui est une position marxiste. L'infrastructure détermine la superstructure. On a quelques souvenirs de cette vieille lune-là, et il y a eu une contamination, c'est-à-dire que sans y faire attention, nous sommes contaminés par le fait qu'il faut d'abord saisir ce qu'est l'infrastructure pour comprendre ce que seraient les superstructures, la culture, l'imaginaire et tout à l'avenant. Moi, je crois que c'est l'exact contraire qui est en train de s'opérer, et que c'est cela qui est la spécificité de notre espèce animale, c'est qu'on est déterminé par les mots, par l'imaginaire, par les rêves, par toute une série de choses de cet ordre, et que ce n'est pas l'économie qui prévaut, mais c'est que l'économie est seconde par rapport à autre chose. Ce serait cela, d'ailleurs, de mon point de vue, la crise. Et alors, c'est en ce sens qu'il faut comprendre ces mots tels que équité, reconnaissance symbolique. Vous voyez, quelque chose qui va mettre l'accent, je dirais, sur une conception beaucoup plus entière de l'être, l'entièreté, le prix des choses sans prix. Or, il me semble qu'il y a retour du prix des choses sans prix actuellement.
En tout cas, je dirais dans l'air du temps, hein, dans cet imaginaire-là. Alors je vous le donne je prends un exemple, entre autres. Il n'est plus certain, et quand je dis cela, c'est que je suis convaincu que c'est le contraire de ce qui est en jeu, que le travail soit la valeur essentielle, et que cette expression « valeur-travail » est une expression désuète. Je rappelle pour mémoire d'ailleurs que cette expression « valeur-travail », il faut le dire à tout le monde, c'est une expression que vous trouvez dans le Capital de Karl Marx. Donc là encore, on a un élément de cette marxisation. C'est-à-dire le fait qu'on va réduire l'action qu'on a sur le monde à ce qu'est un élément, un plus petit dénominateur commun. Donc vous ne mobiliserez plus d'énergie, en particulier des jeunes générations, donc il n'y aura pas de compétitivité, si on met l'accent sur le mot travail, sur cette expression, la valeur travail. Par contre, moi je crois que quand quelque chose cesse, il y a toujours quelque chose qui va naître à partir de ce qui cesse. C'est ça le mécanisme de saturation. Autant cette valeur travail n'est plus pertinente, donc ne rentrera plus en phase pour une mobilisation de l'énergie, autant l'idée de création et de créativité, cela va, à mon avis, être mobilisateur. C'est intéressant d'ailleurs de voir que nous sommes les derniers à mettre l'accent sur ce qui pourrait être presque une nouvelle classe sociale, les créatifs. La créativité sous ses diverses formes. Je prends un exemple entre mille, cet exemple il est connu, vous l'avez vu. Google impose à tous ses employés le fait de passer 15 à 20% de temps de travail à faire autre chose que le travail. Rêver, lire de la poésie, faire des romans et tout à l'avenant. Bien évidemment, en réescomptant cela. Mais il n'en reste pas moins que je dirais, voilà ce que j'appelle moi le remplacement de travail par la création. Si on reste sur cette idée, encore une fois, partant de ce principe que les mots sont pour nous importants, si on reste sur cette idée de travail, avec la connotation qu'il peut y avoir, qui a été la réalisation de soi. Kant l'a bien montré comment c'est à partir de cet impératif catégorique au XIXe siècle que s'est constitué véritablement l'ordre de la société moderne. Eh bien, si on reste sur cette idée-là, on ne prend pas en compte ce que j'ai appelé il y a un instant cette entièreté de l'être. Encore une fois, le fait qu'il y a ces paramètres de rêve, de jeu et tout à l'avenant qu'il faut avoir. Voilà, on pourrait, mais je pense qu'il faut que je m'arrête, mais on pourrait trouver d'autres éléments au-delà de ce terme de travail. J'en dis juste un rapidement, le mot sens. On cherche toujours le sens des choses. Regardez comment dans nos langues néo-romanes, le mot sens signifie à la fois la signification et la finalité. Et on considère qu'on a de sens en tant que signification que ce qui a un but, ce qui va quelque part. Là aussi, je crois que c'est saturé et que vous ne mobiliserez plus de l'énergie, donc il n'y aura pas de compétitivité si on reste sur quelque chose qui est à venir. Alors que l'idée de sens, c'est vivre au présent et tout à l'avenant. Voilà, bon, en ce sens, je dirais que vous avez compris ce que j'entends par là. Il faut trouver les mots qui soient pertinents pour justement être en phase. Et c'est cela qui fait qu'il y a de la vitalité plutôt que le catastrophisme, qu'il y a de la reconnaissance, c'est l'entièreté, qu'il y a de la solidarité, de la réciprocité. Tout le monde jusqu'à maintenant a terminé, et je vais le faire aussi, par cette révolution qui est cette révolution technologique. Oui, c'est le problème important. On était habitué à la verticalité. Ce qui est en jeu sur Internet, c'est l'horizontalité. Non plus la loi du père de celui qui sait et qui tire, mais au contraire le fait qu'il y a de fait une horizontalité. Moi, ma définition de la postmodernité, j'en ai une quand même. C'est également l'ultime séance de dédicace sur l'espace de la librairie Chage. Il y a peut-être un problème de son, merci. Je voulais juste donner comme conclusion ma définition de cette postmodernité. Je dis que c'est synergie de l'archaïque et du développement technologique, c'est-à-dire la démultiplication des effets entre l'archaïque, ces choses fondamentales, le rêve, l'imaginaire, et le développement technologique. Et que si on prend au sérieux cette synergie-là, qu'il y aura effectivement de la compétitivité. Merci Michel. Merci d'avoir eu le courage de dire ici, je pense que ça suscitera quelques débats, que la valeur travail, oser le dire au MEDEF, c'est quand même intéressant, n'est pas forcément l'avenir, mais je pense que si on vous a bien entendu, ça peut faire réfléchir beaucoup de gens. Je pense que beaucoup de gens seraient probablement d'accord avec ces changements en cours. Ça ne veut pas dire que le travail ne reste pas quand même le socle
de notre société. Alors, justement, sur ce sujet, nous allons écouter maintenant Éric Albert, qui est psychiatre et fondateur de l'Institut français d'action sur le stress. On a parlé du capital santé, du capital humain, son lien avec la productivité. Là, dans tous ces changements que nous avons décrits, c'est vrai que les salariés sont bouleversés. Est-ce que, évidemment, sur ces questions de compétitivité, le stress n'est pas devenu un élément finalement de réduction de notre propre compétitivité? Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de s'étouffer dans cette crise et comment s'adapter, finalement? Oui, alors, moi, la question que je me suis posée face à ce thème de la compétitivité équitable, c'est qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans la période récente sur justement ce qui fait qu'une entreprise est compétitive. Pendant très longtemps, l'enjeu majeur a été le gain de productivité. Il fallait faire plus avec moins, plus vite que les autres. Ça reste un enjeu, c'est juste une condition nécessaire, mais qui n'est plus suffisante. À quoi est-ce que vous avez tous pensé pendant l'été, en tant que chef d'entreprise ou en tant que salarié? C'est aux conséquences de la crise sur votre activité et à la façon dont vous allez vous adapter à ce qui se passe. On est tous à se dire comment on va s'adapter. Le sujet premier, me semble-t-il, de la compétitivité, et c'est assez nouveau, c'est l'adaptabilité. On voit par exemple au cours de l'année comment un tremblement de terre au Japon, les conséquences d'un tremblement de terre au Japon, fait changer le monde entier sur sa relation à l'énergie, avec des conséquences considérables pour des milliers d'entreprises. On voit HP qui, du jour au lendemain, arrête de produire son métier de base, des PC notamment. C'est-à-dire que le sujet qu'on a autour de cette compétitivité, c'est comment on s'adapte. Alors à partir de là, ce qu'on voit dans l'entreprise, c'est que l'entreprise adapte assez vite sa stratégie. Donc tout le monde raisonne en ce moment réduction des coûts, son organisation, et tout le monde fait l'hypothèse que les collaborateurs de l'entreprise vont suivre. Qu'est-ce qui se passe? Comment les quelques centaines ou milliers de collaborateurs qui faisaient des tablettes chez HP, qui étaient sur le prochain projet, etc., vont s'adapter, vont devoir changer de métier? Bon, on va faire un plan, puis ça va se passer. Ça va suivre. Et ce qu'on voit dans la réalité, c'est que ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. Ce qui est compliqué dans l'adaptabilité, ça n'est pas de concevoir une nouvelle stratégie, ça n'est pas de concevoir une nouvelle organisation. Ce qui est vraiment compliqué, ce qui est compliqué en tant que chef d'entreprise pour nos collaborateurs, mais ce qui est compliqué pour nous en tant qu'individus, c'est évidemment notre capacité d'adaptation. Comment est-ce que c'est le sujet du stress, hein. Qu'est-ce que c'est que le stress? C'est combien ça nous coûte de nous adapter à notre environnement. Et quand on est dans une situation de ce qu'on appelle le surstress, eh bien, la première conséquence du surstress, c'est de n'être plus capable de s'adapter, de ne pouvoir faire que ce que je sais faire et répéter ce que je sais faire. Alors la bonne nouvelle, enfin je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais c'est que l'adaptabilité, c'est un muscle. C'est-à-dire que on peut très bien le développer, que si on n'y prend pas garde, il disparaît, et que naturellement, avec l'âge, il s'amenuise. On peut même dire que, d'une certaine façon, la définition de la vieillesse, c'est l'incapacité à s'adapter. Et ça n'est pas qu'une question d'âge, bien sûr. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'entreprise se prépare très très peu à l'intérieur, vis-à-vis de ses collaborateurs, à muscler
ses capacités d'adaptation. Pire qu'encore, on voit, et c'est un des paradoxes de l'adaptabilité, c'est-à-dire que s'adapter, ça suppose de sortir de sa zone de confort, donc de se mettre en zone de stress. Mais ne jamais sortir de sa zone de confort et cesser de s'adapter, c'est perdre ses capacités adaptatives, son muscle adaptatif. Et on voit dans l'entreprise très souvent des gens qui sont restés à faire la même chose pendant 5, 10 ans, auxquels on dit d'un seul coup « Ah ben maintenant, il faut changer ». Et là, évidemment, c'est une catastrophe, c'est extrêmement difficile, c'est leur demander quelque chose qui est très très compliqué, c'est demander à quelqu'un de faire un marathon alors qu'il n'a pas couru depuis des années. Donc on a un sujet majeur, me semble-t-il, sur cette question de la compétitivité équitable, parce que ce qu'il faut bien, là il y a une vraie fracture entre nous qui sommes ici, dirigeants, qui sommes dans ce monde dans lequel on nous pousse en permanence à nous adapter, et puis ceux qui subissent l'adaptabilité, je dis bien qu'ils la subissent comme une contrainte. Et c'est une vraie spécificité française auquel il faut réfléchir. On n'arrive pas à donner envie aux gens de s'adapter. Dès qu'on leur demande de s'adapter, ils considèrent que c'est une contrainte, que c'est difficile, ce qui est vrai, mais parce qu'on ne les accompagne pas, qu'on ne les entraîne pas. Est-ce qu'on les forme à ça? On a parlé pas mal de formation. On forme énormément intellectuellement. Est-ce qu'on forme émotionnellement? Puisque évidemment l'adaptabilité, c'est la capacité à utiliser ces capacités émotionnelles pour évoluer. Donc, moi, clairement, la façon que j'aurais d'aborder cette question de la compétitivité équitable, c'est de dire l'enjeu majeur qu'on a dans nos entreprises tous, c'est évidemment une capacité à structurer des capacités adaptatives de l'ensemble des collaborateurs et vraiment de tout le monde. Et je dirais même que c'est presque un devoir moral du chef d'entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs. D'une certaine façon, le seul engagement que je puisse donner à mes collaborateurs, c'est de leur garder de la souplesse adaptative. Parce qu'à ce moment-là, quoi qu'il arrive, ils retomberont sur leurs pieds. Et c'est, me semble-t-il, l'enjeu majeur, et je vois bien qu'en ce moment, on voit bien que, vous voyez, avec cette crise qui est en train d'arriver, la tendance pourrait être une tendance complètement contraire de revenir au process, de revenir, de resserrer les choses, d'enlever les capacités aux gens, d'accompagnement des gens, pour se resserrer, se restreindre l'entreprise et évidemment amener l'entreprise à vieillir, parce que quand elle cesse de s'adapter, elle vieillit, et la conséquence de la vieillesse, c'est de se marginaliser par rapport à son environnement, et donc petit à petit dans le monde économique, évidemment de disparaître. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci parce que vous nous avez fait réfléchir, parce que je pense que tous, tout un chacun ici s'est senti un peu concerné par ce que vous dites. Enfin, moi en tout cas, je peux vous dire que c'est le cas à la tribune, sans vouloir vous faire sourire, parce que c'est difficile pour mon secteur économique aussi. Et je pense que tout le monde pourrait réagir. Peut-être juste un mot de réaction de Jean-Bernard Lévy, si vous voulez bien. Je vous prends comme ça au débeauté, mais avant de passer à la suite, je trouve que c'était tellement... vrai, je trouve ce qu'il vient d'être dit. Je partage ce qui a été dit, notamment le devoir moral, et c'est bien le nôtre. Vous l'appliquez dans vos changements, vous avez mis en place ce type de processus. Ça fait partie des valeurs de l'entreprise que, effectivement, de se sentir investi du rôle d'impliquer... de préserver cette capacité adaptative. Oui, et de faire en sorte que les changements soient acceptés et positivés. Comme des valeurs de dynamisme et non pas vues avec frilosité comme des menaces. Guillaume Sarkozy, juste un mot. Moi, j'ai beaucoup de mal avec l'idée que la valeur travail n'existe pas, n'existe plus. J'y crois pas une seconde, pardon, mais pas du tout. Au contraire, pour moi, c'est une valeur fondamentale. Maintenant qu'elle s'adapte, avec qu'il faille évidemment former les gens à l'innovation et la reconnaître,
au changement et à le reconnaître, bien évidemment. C'est une modification du mode de travail. Mais la valeur travail me semble fondamentale de l'entreprise et de notre civilisation, pardon. Bien en termes aussi. Oui, j'allais dire pas mieux que Guillaume. En effet, je pense le maître mot, bien sûr que la valeur travail reste une valeur, elle est fondamentale, il faut la revigorer tous les jours, c'est le moteur du développement et de la croissance. Alors après, on pourrait définir, parce qu'on est en France, qu'est-ce que veut dire valeur, qu'est-ce que veut dire travail, et on fait une autre table ronde. Mais l'adaptabilité, voilà le maître mot. Et je pense que le mot clé dans le monde qui change, et qui change aussi radicalement, c'est en effet comment on mène des politiques économiques, sociales, fiscales, qui renforcent notre capacité d'adaptation. Mais dans l'adaptation, on est aujourd'hui dans un monde d'adaptation permanente. Et nous, souvent, on est à la recherche de dire on va changer, puis une fois qu'on aura changé, ça va être stable pour 2 siècles. On est dans un monde où il faut s'adapter de manière permanente. Et en effet, un certain nombre, je pense, de nos systèmes de gestion, et je mets l'entreprise dedans, hein, donc je souscris à ce qu'il dit, n'ont pas ces systèmes d'adaptabilité permanente, et donc fonctionnent par rupture, et puis ensuite, on cherche une stabilité longue. C'est fini. On va poursuivre, mais juste un mot de Jean-Claude Mailly quand même là-dessus, parce que c'est important. Non, moi je pense que l'adaptation, l'adaptabilité, le changement, ces problèmes, ces dernières années, pas que chez nous, sous couvert d'adaptation, d'adaptabilité, ça générait plus de souffrance, ou ça a mal été mené. Je vais prendre un seul exemple. Combien de fois, quand on a parlé de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dans la réalité, c'était gestion des restructurations. Voilà, donc il y a à la fois la manière dont se passent les choses. Alors maintenant, les techniques évoluent, ça a été dit, les choses vont beaucoup plus vite, etc. Ok, mais il y a aussi la manière dont les choses se passent. Si vous avez le sentiment, et je parle par exemple d'un salarié, que le changement ou la réforme, quelle qu'elle soit, qu'on va vous présenter positivement, va se traduire in fine par une situation moins bonne, bah oui, vous avez tendance à résister. Ça, je dirais, c'est humain, mais ce n'est pas le changement en tant que tel, c'est la manière dont les choses se passent. Merci. On va poursuivre. Philippe Lemoine, vous pouvez réagir aussi au débat, mais vous prenez la parole maintenant dans l'ordre que nous avions prévu. Donc vous êtes président de l'ASER et vous vouliez nous parler de croissance. Oui, je vais essayer de respecter les 5-6 minutes. Juste un mot pour le professeur Mafessoli. Je voudrais lui dire, étant allé plusieurs fois à Mountain View chez Google, que la demi-journée que peuvent utiliser certains cadres de Google, c'est dans un contexte dans lequel, l'année dernière, Google a reçu 1 million de CV de gens qui veulent travailler chez Google. Donc les personnes qui ont une demi-journée sur laquelle elles peuvent décider elles-mêmes ce qu'elles font, elles ne choisissent pas de faire de la poésie. Google Earth, par exemple, ça a été mis en place par des ingénieurs dans le contexte de cette demi-journée de liberté. Ce n'est pas le choix de la poésie. Enfin, je voulais indiquer ça. C'est un projet personnel, en fait. Élément. Voilà, un projet personnel. Sur un projet personnel, c'est de l'autonomie. Alors, ce que je voulais indiquer également, c'est que comment j'ai compris, moi, ce thème de la compétitivité équitable, qui a bien sûr des dimensions qui sont liées à la fair competition, mais je crois que si on est les uns les autres réunis aussi ici, c'est qu'aujourd'hui, il y a la recherche d'un rapport différent entre l'économie et la société. On a connu en 50 ans, disons, l'époque dans laquelle il y avait l'idée d'enchasser l'économie dans la société. On a appelé une des universités d'été du MEDEF autrefois la grande transformation, c'était les idées de Polanyi. Puis après, il y a eu l'idée de voir l'économie peu à peu mailler et transformer la société. Aujourd'hui, il y a une vision un petit peu différente. Et au fond, c'est la question de la croissance. Quelle croissance est possible? Et je voudrais dire quelques mots sur l'ambition, sur l'analyse et sur la stratégie que l'on peut avoir. L'ambition, je pense qu'il doit être clair que l'Europe, les pays d'Europe, ne peuvent pas se contenter de dire on est maintenant une zone flat. Et c'est le reste du monde qui est en croissance. On a à résoudre des problèmes majeurs, dont le problème de l'endettement des États, mais on n'y arrivera pas si croissance dans l'esprit de tout le monde, ça veut dire ou bien n'importe quoi sur le plan écologique, ou bien si ça veut dire travaux forcés pour rembourser l'endettement. Il faut que ça ait du sens. Tous les pays du monde, quand il y a de la croissance, ça a du sens pour chacun, en même temps que ça a un sens collectif. Et ça, c'est indispensable d'y parvenir.
Deuxièmement, il faut une analyse. Alors moi, je ne crois pas que la valeur travail, ce soit terminé, mais il est vrai que la source de la croissance, il faut l'identifier, et ce n'est pas uniquement ce que l'on pouvait appeler à une époque les plus-values du travail collectif. La source de la croissance, c'est peut-être l'adaptabilité, mais c'est énormément la mise en place d'écosystèmes d'intelligence partagée. Et de ce point de vue-là, Internet est au niveau mondial un accélérateur extrêmement puissant, on a parlé de la technologie, de la mise en place et du fonctionnement de ces écosystèmes. Alors, au niveau de chaque nation, la croissance, elle repose sur les entreprises qui sont capables de se connecter à ces écosystèmes et de capter l'intelligence partagée pour nourrir des stratégies de développement rapides. Qu'est-ce que c'est qu'un taux de croissance? C'est une moyenne entre des entreprises rapides, des entreprises à croissance lente ou qui stagnent, et des entreprises en déclin. Il est très important d'avoir des entreprises rapides, des entreprises qui peuvent faire la trajectoire depuis leur naissance jusqu'à arriver à un statut de leader, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est extrêmement important. Et qui sont les entreprises rapides aujourd'hui? Très souvent, c'est des entreprises qui savent justement utiliser les écosystèmes technologiques pour tenir les deux bouts de la chaîne que sont d'une part des innovations marketing et d'autre part une capacité de financement en fonds propres. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de financer par de l'emprunt du bas de bilan, il s'agit de financer par des capitaux propres la mise en place de prototypes et de business models innovants. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, stratégie. Si on regarde ces trois types d'éléments, écosystème technologique, innovation marketing, financement en fonds propres, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas, quelles sont les bonnes questions à se poser en France, notamment? Écosystème technologique, on a des très bonnes infrastructures, on a des personnes qui sont bien formées, on n'a pas de leader au plan international du point de vue du cœur de la révolution technologique. Mais est-ce que dans certains cas, ça ne peut pas être un atout? Qu'est-ce qui nous empêche? Il y a des régions du monde, et les États-Unis en font partie, où dès que l'on va dans le sens, par exemple, de ce qu'on appelle la neutralité du net, ah ben, il y a immédiatement des gens que ça embête comme truc. Donc qu'est-ce qui nous empêche d'aller plus loin que les États-Unis du point de vue de la réflexion sur la neutralité du net et de ce thème qui est extrêmement important chez les innovateurs les plus importants du net, d'essayer de voir l'architecture pair à pair d'Internet comme une source d'innovation en tant que telle. Certains disent comme une sorte de bien commun de l'humanité. Extrêmement important. Innovation marketing. Les innovations marketing, le processus de l'innovation se transforme complètement. Il y a une question très importante derrière cette question d'équité et cette question de comment les uns et les autres se voient, c'est de voir comment on utilise dans les entreprises la capacité de créativité des personnes qui travaillent dans les entreprises, mais qui travaillent aussi dans l'environnement des entreprises. Lorsque Apple met en place une stratégie d'apps extrêmement performante, ce n'est pas Apple qui développe les apps. Apple développe une plateforme et utilise l'énergie périphérique de tous les gens qui ont des idées en matière d'applications nouvelles et qui vont venir enrichir sa plateforme. C'est ce qu'on peut appeler l'économie pollen. Il faut essayer de tenir toutes ces sources. Et de ce point de vue-là, nous, entreprises, on est amenés à devoir contracter de plus en plus avec des acteurs différents, grandes entreprises avec petites entreprises, avec acteurs très hétérogènes, notamment, je crois, très important, de tirer parti dans les alliances entre entreprises et acteurs de l'économie sociale et solidaire pour arriver à faire des sortes d'approches, tout ce qui est les marchés du bas de la pyramide, tout ce qui sont les marchés novateurs en matière de vie sociale, repose forcément sur les acteurs et des alliances entre acteurs hétérogènes. Et puis troisièmement, financement. Je pense que c'est très important, je vous entendais dire les États-Unis sont plus mal partis d'un certain point de vue que l'Europe. Enfin, on est dans des crises financières. Vous vous souvenez tous tout de même qu'en France, il y a 16% d'épargne du revenu disponible brut. Près de 15% dans la zone euro au total. Que si on raisonnait sur les pays comme on raisonne sur les entreprises, on a un free cash flow très important. Donc, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir aussi sur les circuits de financement de façon à avoir une diversification plus grande en se disant que nos circuits de financement peuvent être perfectibles, notamment par rapport à ce besoin
d'aider les PME, d'aider les tout petits acteurs à avoir des croissances très rapides. Quelquefois, on fait le constat de dire que l'appareil bancaire unifié représente les 2/3 aujourd'hui des circuits de financement de l'économie. Peut-être faut-il diversifier un peu plus. C'est une force, mais en même temps, il faut diversifier un peu plus. Donc voilà, je crois qu'il faut bien raisonner sur les différents atouts que l'on a, comment on utilise bien les écosystèmes technologiques, comment on amène des entreprises et des nouveaux entrants à faire de l'innovation marketing, comment améliorer les systèmes de financement, plus d'entreprises rapides, c'est plus de croissance pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Philippe Lemoine. Vous voyez vos questions apparaître, vos commentaires. On essaiera de répondre à la fin pour ceux qui seraient déçus de voir que je ne peux pas tout reprendre. Maintenant, nous allons entendre la personne qui nous accueille ici, Bernard Ramanonso, qui est le directeur général d'HEC, pour aborder évidemment ces questions. Il y a quelqu'un qui dit, pouvez-vous donner votre définition du mot équitable? Je pense que c'était un des éléments que vous vouliez aborder dans votre intervention. Et puis évidemment, les questions, on l'a déjà dit, de formation, d'éducation, de talent. Bien, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Alors, ce sujet, quand je l'ai découvert, la compétitivité équitable, en tant que... Voilà, on n'échappe pas à ces vilains défauts. C'est un très joli sujet, parce que c'est un sujet qui est construit basiquement comme tous les bons sujets. C'est un paradoxe. Et donc, normalement, et vous allez le voir, on ne peut pas arriver à un consensus à la fin. C'est le propre des bons sujets de dissertation. Alors, pourquoi c'est un paradoxe et en quoi c'est intéressant, ce paradoxe? D'abord parce que compétitivité et équitable, c'est structurellement contradictoire. La compétitivité est une notion par définition relative. On est ou on n'est pas compétitif par rapport aux autres. Alors que équitable, et je vais venir à la question de la définition d'équitable, est quelque chose qui se rapproche plus de quelque chose d'essentiel, de quelque chose qui n'est pas en soi comparable. Et si on veut être modeste, on va dire que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la perception. C'est quelque chose d'important. Et alors en effet, sur équitable, en gros, je vois deux types de définitions. Soit on entend par équitable ce que les anglo-saxons traduirait par fair, et donc là le sujet serait fair competition. Alors ça c'est un truc pour le prof de stratégie que je suis qui m'a toujours amusé. Vous avez toujours noté que ce sont ceux qui perdent qui parlent de fair competition et qui trouvent que les autres sont unfair. C'est assez rare qu'on dise j'ai gagné des parts de marché et je dois vous l'avouer de façon assez unfair. Parce que le problème de la compétition et le problème de la concurrence, c'est bien sûr de jouer mieux que les autres, une fois des règles du jeu stabilisées, mais on sait aussi que la meilleure façon de construire une source de différence, la meilleure façon de construire un avantage concurrentiel, c'est de trouver une source de différenciation. Et donc de changer quelque part à son profit les règles du jeu. Donc la notion de fair competition, c'est un paradoxe dans le paradoxe. Et puis, mais d'ailleurs, ça a été très bien dit par Pierre Nanterme, je veux dire, quand vous regardez ce que font les Chinois aujourd'hui, par définition, ils ne jouent pas les mêmes règles du jeu que les autres, et puis ils disent c'est les nôtres qui sont les bonnes. Et donc là, il faut faire attention. Mais c'est une première définition d'équitable. Et la deuxième définition d'équitable, c'est cette notion de justice, cette notion, pour ce qui nous préoccupe aujourd'hui, de répartition. Mais alors le sujet de la répartition équitable, là aussi on peut y passer des décennies. Donc très beau sujet. Mais au-delà de la dimension esthétique du sujet hyper douloureux, je crois, aujourd'hui. Parce que cette fameuse contradiction que je mentionnais, elle se traduit par une tension, et une tension aujourd'hui dans notre pays en France, et une tension qui est probablement pas loin de la rupture. En un mot comme en mille, il y a le feu. Il y a le feu parce qu'on a perdu deux choses. On a beaucoup perdu en compétitivité, et ça a été dit mieux que moi par les intervenants précédents, et on a perdu beaucoup en lien social. Autrement dit, on n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. On n'a plus beaucoup de marge de manœuvre parce que si on réinvestit sur la création du lien social,
on risque de perdre en compétitivité pendant que les autres avancent. Mais si on n'investit qu'en compétitivité, il n'y a plus grand-chose à enlever dans le lien social pour qu'on soit dans un état d'anomie, dans un état de très grand désordre et de très grand désordre social. Et donc, il y a le feu. Il y a le feu et les solutions ne sont pas évidentes. D'abord, l'État, en France, et en l'occurrence en Europe, peut difficilement relancer la machine à billets comme le font nos amis américains. On peut difficilement le faire aujourd'hui parce que de toute façon, on est coincé par les fameux marchés et donc on n'a plus beaucoup de ressources de ce côté-là. On est coincé aussi. Souvent, on entend parler d'inflation. L'inflation, c'est quelque chose d'assez sympathique, mais quand il y a à côté de la croissance structurelle. La fameuse inflation qui a accompagné les 30 Glorieuses, c'était bien parce qu'il y avait de la croissance objective en plus. Et donc, ça permettait d'accompagner le financement. Si vous n'avez pas de croissance structurelle, l'inflation, c'est au contraire une perte de pouvoir d'achat pour beaucoup de gens. Alors, nous savons tous que les dépenses de l'État sont très élevées, mais la conséquence de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on va diminuer un certain nombre de sources de liens sociaux, on va diminuer un certain nombre de ressources qui servaient à la création du lien social à travers la protection sociale. On sait aussi que les impôts vont augmenter, sous une forme ou sous une autre, et donc là aussi, on a un vrai problème, puisque, évidemment, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est créateur immédiatement de lien social. Alors évidemment, on se sent obligé d'être quand même optimiste. Mais vous savez bien que dès que vous lisez les journaux, dès que vous lisez les experts, ils vous parlent d'un long tunnel. Et ce n'est pas les propos de Michel Maffesoli qui m'ont rassuré. Ce n'est pas très rassurant, sauf si on est méta, d'entendre dire que ce n'est pas la fin du monde, mais que c'est la fin d'un monde. Le problème, c'est que c'est le nôtre de monde qui est en train de... Voilà. Et donc, s'entendre dire, ne vous inquiétez pas, l'humanité continuera à se développer ailleurs, moi, ça me rassure qu'à moitié. Je ne suis pas assez méta pour penser que si c'est mon monde qui s'effondre autour de moi, ça ne m'ennuie pas un petit peu. Et puis, dernier point, je pense que dans le contexte européen que nous connaissons, et notamment en France, j'ai un petit peu peur qu'aujourd'hui, le grand enjeu des politiques, ce soit d'éviter un crash social, quel que soit le coût en termes de compétitivité. Alors normalement, pour ceux qui m'ont entendu écouter jusqu'ici, pour les plus optimistes, vous devez être en larmes, et pour les plus pessimistes, vous devez être au bord du suicide. Alors, quand même, on m'a appris qu'il fallait terminer par ce qu'on appelle un envoi, c'est-à-dire un sursaut d'optimisme. Alors, quel est ce sursaut d'optimisme en toute subjectivité? Et c'est une façon de réconcilier le court terme tragique, qui pourrait être tragique, et le long terme qui se doit d'être optimiste. Eh bien, et vous ne serez pas surpris, c'est les talents, c'est-à-dire l'enseignement et la recherche. Et si je vais même plus loin, je pense que l'éducation est une des dernières dimensions de construction possible d'un consensus social. Un consensus, bien sûr, très fragile. On voit bien que l'éducation est critiquée, que l'enseignement, que ce soit primaire, secondaire ou supérieur, c'est très critiqué, qu'il y a un problème de légitimité de l'enseignement. Il n'en demeure pas moins que, quelles que soient les couches sociales, quels que soient les acteurs, que ce soit entreprises, institutions politiques, individus, syndicats, on voit systématiquement que l'éducation, l'enseignement, c'est quelque chose qui pourrait ou qui peut faire consensus. Et puis, deuxième point, on n'a pas le choix, donc on peut à la fois reconstruire ce lien social à travers l'éducation et surtout construire de la compétitivité pour les années à venir. Parce que si nous n'investissons pas aujourd'hui dans l'enseignement et dans la recherche, alors on est mort pour très longtemps parce que nous ne serons plus jamais, ou en tous les cas plus pour longtemps,
au niveau de ce que les experts appellent la frontière technologique. Donc nous serons à ce moment-là condamnés à ne faire que de la reproduction et non pas de l'innovation. Et ça, c'est prouvé macroéconomiquement, ça se termine par un appauvrissement général des individus dans les pays qui ne sont pas justement ou qui ne se battent pas pour être à la frontière technologique. Donc vous l'avez compris, ne vous suicidez pas tout de suite, investissez dans l'enseignement. Merci. Merci Bernard Alonso. Un élément de commentaire, parce que je vois vos réactions, je trouve justifié. 10 hommes à la tribune, les femmes ne sont-elles pas compétentes pour parler ou sont-elles déjà compétitives et équitables? Ne serait-il pas équitable d'inviter aussi des femmes dans le débat, etc. Bon, là, je dois dire, je n'y suis pour rien. Il faut s'adresser à Laurence Parisot. Je pense qu'elle n'a peut-être pas tout à fait regardé toutes ces tables rondes. Ou alors, c'est le débat toujours qu'on a. Il n'y a pas suffisamment de femmes qu'on fait parler. Bon, on peut y revenir. Je pense que les femmes, sans doute, qui ont réagi ainsi, ont parfaitement raison. Une proposition de définition équitable est ne pas tirer sa force de la faiblesse de l'autre, mais renforcer chacun. Peut-être un peu naïf, mais on peut toujours l'entendre. J'avais construit de façon assez intuitive l'ordre de passage des intervenants, mais je pense qu'on a bien fait de prévoir d'entendre Martin Hirsch juste après ce qui vient d'être dit, à la fois sur la justice, la répartition et ce que vient de dire le directeur général d'HEC, que je trouvais très fort. On n'est pas loin de la rupture. Il y a le feu à la maison en France, ou pas. Martin Hirsch, je crois que vous êtes le mieux placé pour évoquer ces questions-là, au moment où on aborde un certain nombre de nouvelles étapes et de nouveaux enjeux électoraux en France. Merci, je ne sais pas si je suis le mieux placé. En revanche, je suis soulagé parce que ça faisait 15 ans que je cherchais un point commun entre Emmaüs et le MEDEF et je l'ai trouvé parce que Emmaüs est un univers d'hommes, exclusivement d'hommes. Mais quand je l'ai quitté, il y avait des femmes au conseil d'administration d'Emmaüs. Voilà, donc peut-être que l'année prochaine, à cette table ronde, il y aura également des femmes. Compétitivité, équité. Je vais essayer d'aborder 2 points à partir de là, de l'effort qu'on essaye de faire tous à cette table ronde, de pouvoir réconcilier ces 2 notions au lieu de les opposer. En faisant d'abord un petit tour mondial sur ce qui s'est passé ces derniers temps. On a parlé d'États-Unis, on a parlé de Chine, on a parlé de France. Quand on se regarde ce qui s'est passé aux États-Unis au cours des dernières années, l'Europe essayait de courir après le point de croissance que les États-Unis avaient en permanence en plus de l'Europe. Il y a 3 ans, on s'est aperçu que ce point de croissance, de plus, il était réel, mais il avait été absorbé entièrement par les 1% des plus hauts revenus américains. Résultat, les autres étaient obligés de s'endetter, et de s'endetter n'importe comment, d'où la crise des subprimes et le prix que tout le monde en paye aujourd'hui. En Chine, il s'est passé autre chose. Une croissance, alors là, plus d'1 point, une croissance à un rythme supérieur du double à celle de l'Europe. Mais la part des salaires dans la valeur ajoutée en Chine a perdu 10% au cours des 10 dernières années. Les salaires représentaient à peu près 57% de la valeur ajoutée en Chine, et 10 ans après, elles ne représentent plus que 48%. Donc les chinois se sont plutôt appauvris pendant que le pays s'enrichissait et croissait aussi vite qu'on le faisait. Ce qui n'est pas le cas de tous les pays émergents. Si vous regardez le cas du Brésil, on trouve au cas du Brésil une croissance au rythme à peu près le même que la croissance chinoise, mais pour autant une réduction de la pauvreté, une réduction des inégalités qui est beaucoup plus forte. Il faut dire que les Brésiliens partaient d'un des records des inégalités du monde, qu'ils partageaient avec l'Afrique du Sud, qui a réussi à augmenter les inégalités depuis la fin de l'apartheid. Et quand on regarde la situation française, donc une croissance assez molle, comme cela a été évoqué, en France, il y a eu un grand débat pour savoir si, dans le partage de la valeur ajoutée, les salaires avaient été sacrifiés au détriment du reste. Et on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. En revanche, quand on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que
si les salaires représentent à peu près toujours, me semble-t-il, 2/3 de la valeur ajoutée, dans les salaires, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que les 10% des salaires les plus élevés ont capté 3/4 de la richesse créée au cours des 20 dernières années. Et moi, je défends une thèse qui est un peu provocatrice, qui est de dire que les hauts salaires sont responsables des déficits sociaux, parce que quand ils croissent trop vite, ils obligent à créer des prestations sociales pour rattraper les autres. J'ai vu ça encore dans une grande entreprise à Roubaix, il n'y a pas longtemps, où les salariés avec 18 ans d'ancienneté étaient payés 1 050 € par mois et étaient obligés d'avoir du revenu de solidarité active en plus de leur salaire, alors que par ailleurs, les plus hautes rémunérations flambaient. Donc il y a quelque chose qui amène à ce que si on détord trop, si on n'est pas assez équitable, il y a un moment où on est obligé de mettre du carburant public et des dépenses sociales, etc. Alors, 2 propositions et demie pour essayer d'avancer. La première chose, dans ce déséquilibre mondial, il se passe quelque chose d'intéressant qui va se passer, j'espère, au G20 dans quelques semaines, que l'ensemble des organisations onusiennes ont demandé à une commission qui a été présidée par Michel Bachelet, et laquelle j'appartiens, et dans laquelle il y avait un ancien ministre chinois, un ministre d'Afrique du Sud, un Brésilien, un Américain, etc. On a été une dizaine à se dire, après la crise, on s'est aperçu que la protection sociale pouvait avoir une utilité, est-ce qu'on ne pourrait pas développer un socle de protection sociale à l'échelle mondiale? Autrement dit, au lieu de s'aligner vers le bas, d'être obligé de sacrifier notre protection sociale en Europe, est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que des principes communs de protection sociale puissent se développer dans le monde et faire en sorte qu'il y ait moins de déséquilibre de coût du travail, moins de déséquilibre migratoire, moins de déséquilibre de compétitivité. Et dans la Commission, nous sommes arrivés à un accord sur ces principes. Et nous espérons que ces accords seront retransmis pour que les chefs d'État arrivent au même accord. Alors pourquoi est-ce que l'Inde et la Chine sont prêts à s'intéresser à cela? Pas parce qu'ils veulent changer leur modèle qui a reposé au cours de ces dernières années sur un coût du travail beaucoup plus faible, c'est parce qu'ils sont confrontés à un problème gigantesque que nous connaissons, qui est un problème qui met en cause l'adaptabilité, comme nous le disait tout à l'heure Éric Albert, c'est d'un vieillissement TGV, à vitesse grand V. La Chine, dans les 20 prochaines années, va vieillir autant que la France au cours des 120 dernières années. La population des personnes âgées en Chine va tripler d'ici 2050. Et en 2050, 80% des personnes âgées vivront dans les pays pauvres et émergents, et nous n'aurons plus le monopole de la vieillesse. Et ça pose des problèmes tout à fait redoutables, c'est-à-dire que si on ne le traite pas en mettant des systèmes de protection sociale, l'épargne d'un Chinois est sympathiquement beaucoup plus élevée que la nôtre, elle est beaucoup plus élevée que la nôtre, mais elle ne couvre qu'un an de revenus. Ce n'est pas avec ça qu'ils pourront faire face à ce vieillissement. Donc on va se retrouver normalement, si on ne s'y prend pas trop mal, c'est-à-dire si on s'y prend sans trop de provocation, si on leur dit on va vous imposer des normes sociales à partir de demain, les chemises du Bangladesh et les chemises d'Inde et les chemises de Chine ne rentrent plus en France parce que vous ne respectez pas l'ensemble des normes, à ce moment-là ils se fermeront comme des bigorneaux. Si en revanche on dit il y a un mouvement qui permet à l'ensemble de la communauté mondiale de pouvoir avoir un modèle un peu social qui puisse favoriser la soutenabilité de la croissance, on peut arriver à ce qu'aux universités d'été du MEDEF de 2020-2025, on soit en train de parler avec nos amis chinois, nos amis indiens, sur comment est-ce qu'on fait évoluer nos différentes protections sociales pour davantage se rapprocher. Ça, enjeu fondamental, et je pousserai de toutes mes forces pour que le travail qu'on a réalisé à se mettre d'accord là-dessus ait une influence. Deuxième chose, j'étais un peu provocateur sur les hautes rémunérations tout à l'heure, mais on a effectivement un problème à résoudre dans ce pays. Avec un ami qui pilote un fonds d'investissement, on a fait une toute petite étude sur une centaine d'entreprises, on s'était un peu amusé. On avait regardé sur 100 entreprises la corrélation entre la rémunération des plus hauts dirigeants et les performances sur 10 ans. Et on avait vu un truc assez rigolo qui est une corrélation inverse. C'est-à-dire que, cet ami utilise ça pour ses choix d'investissement, il dit la probabilité dans une entreprise où le patron est un peu moins rémunéré que la moyenne, que l'entreprise soit performante dans les 10 prochaines années, est plus forte que les autres.
On a un petit souci dans la déformation des rémunérations dans ce pays, qu'il va falloir corriger. Alors, il peut y avoir des questions d'impôts, des questions de discipline personnelle, il peut y avoir des questions de rapport de force, il y a différentes solutions pour ça. J'en propose quelques-unes. Il y en a une qui consiste à dire que, par exemple, quand même, dans les grandes entreprises, si les rémunérations, les 10 plus hautes rémunérations n'étaient plus fixées par 4 ou 5 personnes, mais peut-être soumises à l'Assemblée générale des actionnaires, ça induirait un peu de modération. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui peuvent avoir quelques effets. Puis je me dis, après tout, tant mieux pour celles et ceux qui ont accumulé beaucoup d'argent au cours de ces dernières années, mais peut-être qu'ils ont envie de l'investir pour répondre aux défis que nous venons d'évoquer les uns les autres. Et j'essaye de leur faire des propositions. Et il y en a une qui me fait le prolongement de ce que disait Bernard sur le pari de l'éducation. Et si vous avez envie de nous aider, vous êtes les bienvenus, qui est la chose suivante. Moi, je suis responsable d'un programme, je prends 1 minute 15 pour l'évoquer, un programme qui s'appelle le service civique. Le service civique, c'est de dire, au lieu de penser que les jeunes sont des loques individualistes qui ont envie de rien faire, si ce n'est que de passer leur temps sur un canapé à Vachy à regarder les mauvaises séries télé, en fait, ils ont une envie d'engagement, pour beaucoup d'entre eux, qu'ils n'arrivaient pas à concrétiser. Et c'est vrai, puisque quand on crée le service civique, qu'on ouvre 15 000 places, on a d'emblée 60 000 jeunes candidats, dont certains qui n'ont pas de diplôme du tout, d'autres qui ont des handicaps, d'autres qui ont fait HEC, etc., qui veulent faire leur service civique. Et moi, je me suis dit, si je sélectionne à la fin le 1% des meilleurs du service civique, c'est-à-dire ceux qui sont les plus originaux, les plus motivés, les plus investis, qui ont le plus de sens de leadership, ça fait une population absolument fantastique. De gens qui, pendant 1 an, sont engagés pour une cause d'intérêt général, qui ont un potentiel, qui ont la pêche, qui ont de l'énergie, qui ont envie de faire quelque chose. Et on a eu l'idée de faire ça pour la France comme pour d'autres pays qui ont les mêmes systèmes, de les mettre ensemble dans une sorte d'institut du service civique pour les meilleurs du service civique et d'aller voir des entreprises, des établissements d'enseignement supérieur en disant, voilà, si on vous apporte voilà, on prend une fraction de jeunes qui se sont engagés, parmi ces jeunes, on prend les 1% qui sont les meilleurs, les plus motivés, et on vous les apporte, qu'est-ce que vous en pensez ? Des écoles, des établissements d'enseignement supérieur, on dit, on leur ouvre leurs portes immédiatement. Des entreprises, on dit, on leur ouvre leurs portes. Et donc, on est en train d'organiser ça pour que l'année prochaine, ces personnes-là puissent effectivement être les futurs cadres de demain dans les entreprises, dans les administrations, dans la vie publique, dans les ONG, avec l'alliance d'une motivation hors pair, d'un engagement solide et d'une formation qu'on va leur apporter pour en faire effectivement des cadres de demain. Je me suis engagé à ne pas mettre un seul euro public là-dedans. Et donc on commence à avoir des contributeurs privés, entreprises ou individus qui viennent nous apporter cela. Et le dernier contributeur a été celui qui a lu ma tribune dans Le Monde où j'ai fait un appel en disant « Aidez-nous à utiliser bien votre argent », quelqu'un qui gère un fonds de capital investissement, qui m'a dit idée pas absurde, réponse 100 000 euros pour voir, et plus si ça marche. S'il y en a d'autres qui veulent, martin.hirsch@service-civique.gouv.fr. Merci. Merci. Merci, Monsieur Hirsch. Nous commençons enfin à entendre parler l'équité. Donc, visiblement, c'était quand même aussi de l'équité qu'on voulait parler à cette table ronde. Je suis obligé de vous poser la question, Jean-Bernard Lévy, parce qu'elle apparaît à l'écran. Que pensez-vous de la corrélation inverse entre salaire et performance chez les patrons? Bon, je pense que ça ne vous vise pas ad hominem. Hein. Je connais un petit peu Martin Hirsch, pas très bien, mais on se connaît un petit peu. D'habitude, il vient avec des courbes, donc je serais intéressé d'avoir son étude et je serais intéressé aussi de l'écouter parler de la rémunération et de la fiscalité des fonds de private equity qui sont ses amis par rapport aux grands patrons qui ne le sont pas. J'essaie d'avoir des amis partout. Bien, il faut absolument que vous mettiez l'étude en ligne. On va écouter maintenant Patrick Gounel, qui est vice-président exécutif de Planète Finance. Et je vous donne la parole. Alors, c'est pas facile. Pardon, vous êtes de ce côté. J'étais un peu désorienté. Vous êtes le dernier à vous exprimer. Après, on lance le débat. Donc, peut-être aussi pour rassembler toutes nos idées, je vous laisse la parole.
Merci. Étant le dernier finalement des intervenants, je ne voudrais pas qu'on reste sur des notes totalement négatives. Au contraire, je souhaiterais au fond dire qu'il peut y avoir des solutions et qu'en définitive, il y a des pistes qui peuvent donner espoir. Et on a parlé tout à l'heure de la valeur travail. Au fond, la valeur travail, c'est peut-être pas le terme, mais moi je crois qu'une des grandes inéquités d'aujourd'hui, c'est que certains ont finalement des projets, des espoirs, un travail, et d'autres n'en ont pas. Et c'est un des éléments aujourd'hui qui crée probablement le plus d'angoisse et aussi le plus de désarroi chez un certain nombre de personnes. Et donc, je voudrais rapidement parler de deux sujets qui par la question, au fond, de l'environnement dans lequel nous sommes, qui est souvent, lorsque j'entends les propos politiques, pas ici, mais que je lis dans les journaux, la question de l'Europe, de la mondialisation, reste une question. Et je crois qu'il faudrait que l'on se dise enfin que, au fond, c'est une donnée et ce n'est plus une question et que, au contraire, il faut profiter de cette mondialisation et de cette Europe pour réellement s'organiser de cette manière-là. Et moi, j'ai le sentiment que les entreprises et aussi les jeunes ont depuis longtemps compris que la mondialisation était une réalité et que l'Europe aussi. Et il faut donc que l'on arrive finalement à faire ce que les entreprises ont fait sur le plan politique, c'est-à-dire à s'organiser de façon à ce que l'Europe ne soit pas finalement un accessoire, mais soit le principal, car c'est pour la France, je pense, un des moyens essentiels de jouer et de donner un espoir à la plupart de sa population, et pas l'inverse. Ceci suppose en effet que les gouvernements acceptent qu'ils n'ont plus le plein pouvoir et que l'Europe n'est pas uniquement un organe qui fera des réglementations, des régulations, mais qui gouvernera, qui prendra des décisions, qui prendra des sanctions, et on l'a vu récemment dans les questions de la crise grecque ou d'autres pays, mais il faut qu'il y ait, pour qu'il y ait équité, qu'il y ait un juste retour des actions que l'on fait à l'encontre ou à l'égard d'un certain nombre de pays. Ça suppose évidemment que probablement on passe plus de temps aussi sur une harmonisation de la fiscalité et du droit social pour que les choses deviennent plus comparables et probablement plus équitables. Dans ce cadre-là, quelques mots sur la France et aussi quelques mots sur ce que je constate dans mes activités actuelles. J'ai, pendant de nombreuses années, présenté des études sur la compétitivité de la France et sur la compétitivité de l'Europe, et les mêmes sujets reviennent régulièrement. Et donc, je crois quand même qu'il y a une réalité derrière le poids des charges sociales en France, derrière, au fond, les avantages compétitifs qui sont moins compétitifs que ce qu'ils étaient, comme les infrastructures. Mais je crois qu'on peut, en France, changer les choses si on change un tout petit peu la manière de raisonner. On parle bien souvent en termes d'assistance, en termes d'aide, de solidarité, et c'est bien sûr indispensable, mais on peut tourner les choses en donnant en effet des projets, des espoirs aux gens, en leur donnant le goût d'entreprendre. C'est un sujet dont on parle souvent au MEDEF, dont on n'a pas parlé ce matin, mais c'est quand même un élément aujourd'hui qui est essentiel. Si la France ne crée pas des emplois dans les entreprises, on ne sait pas où elle les créera, puisqu'on doit en diminuer dans la fonction publique, et donc il faut à tout prix créer des entreprises, aider à créer des entreprises, et pour cela, donner les conditions beaucoup plus que l'argent pour le faire. Je voudrais donner un exemple qui concerne mon expérience chez Planète Finance en France, où nous aidons des personnes dans les US, donc les zones les plus défavorisées qui existent en France, tous les noms que l'on entend le matin en écoutant la radio, où il se passe des choses. Et bien dans ces zones-là, il y a des gens, si on les pousse, qui sortent finalement de la précarité et qui créent des entreprises. On a créé en 3 ou 4 ans 800 entreprises et 800 emplois, puisque ce sont des petites entreprises bien évidemment. Et on voit après 3 ans qu'il y a 80% de ces entreprises qui sont vivantes et donc des projets qui ont continué. Ce sont des gens qui sont
soit éduqués, soit pas éduqués d'ailleurs. On a les deux, on a les différentes catégories. Il y en a qui parlent français, d'autres qui ne parlent pas français. Eh bien, tout cela trouve, si on les aide, à un projet qui leur convient et qui leur donne un espoir et qui leur permet de s'intégrer dans notre société. Le coût de création d'une entreprise est de l'ordre, disons, entre 3 000 et 4 000 euros, ce qui ne représente même pas une année de RSA. Donc, en fait, il y a des possibilités si on se donne les moyens. Le problème aujourd'hui, c'est que les possibilités sont multiples, excessivement dispersées, et qu'il est relativement difficile, finalement, de donner un impact à ce que l'on fait. Et donc, un des aspects, pour moi, est celui-là, c'est qu'on aille sur le terrain et qu'on soit au contact des gens pour pouvoir faire des choses et qu'on gère moins les statistiques, mais plus le terrain. Le deuxième élément que je voulais mentionner, je vois que vous êtes inquiet sur le timing, à juste titre sûrement, mais je voulais rajouter un autre point sur l'éducation. On a parlé de l'éducation, et pour être moi aussi d'une grande école, j'ai bien sûr un respect pour les grandes écoles. J'ai un respect aussi pour l'éducation et la formation. Néanmoins, je crois qu'aujourd'hui, on a un syndrome de l'excès d'éducation, et il faut s'en méfier, car là aussi, en matière d'espoir, on fait naître chez un certain nombre de jeunes des espoirs qu'on ne pourra pas honorer. C'est-à-dire, à force de cumuler les diplômes, on trouve des jeunes qui se trouvent sans emploi, à qui on offre un stage après un autre stage, et qui crée là aussi une zone d'insatisfaction dont il faut prendre garde, je pense. Il faut être plus pratique, plus concret. Il faut faire de la recherche et de l'innovation. Je suis à 100% pour et je la promeux dans d'autres enceintes. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le travail là aussi et donc le contact avec la réalité qui doit se faire à un âge qui n'est pas trop lointain. De plus en plus, je vois dans les concours ou aux grandes écoles des gens qui se présentent qui ont déjà fait 2, 3, 4 masters, diplômes et qui de toute façon créeront une génération de frustrés parce qu'ils ne trouveront pas immédiatement la réponse à ce qu'ils recherchent. Donc, ce que je veux juste dire en conclusion, c'est que je suis convaincu que l'on peut faire des choses en France. Néanmoins, on a besoin de retrouver une croissance et donc de baisser d'une manière ou d'une autre nos charges publiques et privées, et que donc si on se donne les moyens de le faire et si on accepte peut-être d'avoir une sorte de base politique entre les différents partis politiques sur quelques sujets, en se disant cela, on va leur donner la durée pour les résoudre, on y arrivera. En tout cas, la France a des atouts. Il faut impérativement que l'on mise sur ces atouts-là et notamment l'esprit d'entreprise. Voilà, merci. Merci beaucoup, Patrick Bounel. Bien, on approche de la fin. Il nous reste une bonne dizaine de minutes. Moi, je ne voudrais pas prolonger. Je voulais évidemment faire réagir les uns les autres, mais je crois que vous avez pas mal de questions qui ont été posées. Vous faire circuler donc le micro parmi vous pour que peut-être d'abord des femmes, puisqu'il n'y en avait pas beaucoup à la table ronde, prennent la parole si elles le revendiquent, si vous le souhaitez. Je dirais qu'on a en tout cas un tableau impressionniste assez varié et convergent, plus qu'on ne le pensait finalement, même si évidemment on est dans un processus assez contradictoire pour arriver à mettre tout le monde d'accord, convergent sur les questions de travail, même si je ne pense pas que Michel Bafezeli vous disait qu'il fallait arrêter de travailler, il disait simplement qu'il fallait, notamment avec les jeunes générations, intégrer la façon dont elles voyaient le sens du travail. Le travail, évidemment la croissance, l'éducation, enfin je crois que beaucoup de choses ont été dites, il y a des débats multiples encore qui pourraient être tournés autour de cette question. Moi j'attends que les mains se lèvent peut-être pour Madame, très bien. En essayant de ne pas faire trop long pour qu'on puisse adresser une question. Je ne crois pas si vous m'entendez. C'est pour Michel Maffezoli, qui parle de spiritualité. Alors, je trouve que l'idée est très bonne, mais j'aimerais savoir aussi ce que les dirigeants en pensent. Si la spiritualité, c'est une façon finalement de mettre en œuvre une autre manière de diriger qui puisse aller vers plus d'équité.
J'ai employé le mot spiritualité. Spiritualité. Oui, oui, mais je n'ai pas dit spiritualité, hein, j'ai dit spirituel, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus vaste que la simple conception de la raison. Voilà. Moi, tout mon propos, c'était de rendre attentif au fait que tout passe, tout casse, tout lasse. Et que si on reste sur ce qu'étaient les grandes valeurs qui ont marqué les 3 siècles qui viennent de s'écouler, eh bien on risque de passer à côté, encore une fois, de ce qu'est l'évolution du monde, et donc du coup, la compétitivité en subira un certain ordre. Les 3 mots-clés qui ont marqué les 3 siècles qui viennent de s'écouler, c'était raison, progrès, travail. Moi, je considère que ce sont des mots qui sont maintenant, qui ne sont plus pertinents, qui sont dès lors impertinents. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y ait plus rien. Le mécanisme de saturation, c'est-à-dire en chimie, quand les diverses molécules qui composent un corps donné ne peuvent plus rester ensemble, il y a divorce. Et puis à ce moment-là, il y a une recomposition à partir de ces mêmes molécules. Et c'est en ce sens, si vous voulez, que j'ai pu dire que autant la simple conception rationnelle et rationaliste du monde ne fonctionne plus, autant il faut trouver d'autres mots qui soient pertinents. Alors, faute de mieux, j'ai dit spirituel, je voulais dire par là l'entièreté de l'être. Et moi, ce qui me frappe, c'est que dès qu'on met en question des mots qui ont bien marché, mais qui ne sont plus pertinents, ben, ça gratouille ou ça chatouille, comme dirait le brave Doc Knock. Moi, j'ai dit uniquement que autant cette valeur travail n'était plus en pertinence, autant si on sait mobiliser d'autres mots, on arrivera à mobiliser de l'énergie. Les mots et les choses, disait Michel Foucault. Et que notre espèce animale a besoin des mots pour dire ce qu'on vit. Si on continue à employer les mots qui ne sont plus en pertinence avec l'esprit du temps, on sera déphasé. Pour moi, il y a 2 mots essentiels qui ne sont plus en pertinence, c'est la valeur travail et c'est le mot projet. Voilà. Et donc, il faut réfléchir à autre chose. Peut-être Philippe Lemoine, vous auriez une idée sur la question de madame. Moi, dans la table ronde, il y a une chose qui m'a frappé. Je suis assez en accord avec la manière dont Bernard Ramanantse posait les problèmes en disant une des difficultés de vouloir rapprocher les mots compétitivité et équitable, c'est qu'on est assez dans le bas étiage de la compétitivité et dans le bas étiage de l'équitable. Bon. Donc, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin d'être les uns les autres? Est-ce qu'on a besoin de plus de spiritualité? Peut-être. Est-ce qu'on a besoin de plus de générosité? Sans doute. Mais on a avant tout besoin de plus de clairvoyance. Il faut arrêter de parler de l'Inde, de la Chine, de machin sans y aller. Il faut arrêter de parler de Google sans y mettre les pieds. Il faut essayer de voir les choses telles qu'elles sont, de les analyser, d'avoir des concepts, parce qu'on n'aura jamais une capacité de développement et de croissance, équitable ou pas, et je souhaite équitable, sans comprendre comment marchent les mécanismes de l'économie d'aujourd'hui. On a besoin de le faire. Et on a besoin également, bien sûr, de faire en sorte de sortir d'une situation dans laquelle, pendant X temps, on joue les uns et les autres aux naïfs, à faire comme si on était sur le même bateau. On dit « Ah, mais oui, qu'est-ce qui se passe? Le pouvoir d'achat, quand on fait des sondages, les personnes ont l'impression qu'il n'augmente pas. Et pourtant, on dit qu'il augmente. Mais oui, effectivement, s'il augmente avec une structure de revenus qui est très déséquilibrée, eh bien, pour la majorité des gens, il n'augmente plus. On a besoin d'être lucide, clairvoyant sur le plan économique et sur le plan social. Et puis, au-delà de ça, on a besoin d'audace. Et moi, je ne fuis pas le débat sur le fait qu'on va être dans une période présidentielle. Moi, j'attends qu'on ait des candidats qui nous parlent de façon audacieuse de propositions. La formation, cher Bernard, c'est hyper important pour les étudiants. Mais franchement, est-ce qu'on n'a pas mieux à faire aujourd'hui que le compromis de l'or sur la formation permanente, c'est-à-dire un petit bout de formation de temps en temps? Si on veut avoir tout le long de la vie une capacité à s'adapter, c'est pas uniquement gérer notre stress, on a besoin d'avoir une formation tout au long de la vie qui soit convenablement organisée. Donc on a besoin de clairvoyance, audace, générosité. Voilà, merci. Guillaume Sarkozy, tout à l'heure, vous vouliez réagir à une partie de ce qu'avait dit Martin Hirsch, c'était sur le textile, mais... Oui, un mot pour mes amis que j'ai bien connus pendant 27 ans. Nous avons été des experts du changement, nous avons été des experts de l'innovation. Tout ça n'a servi à rien, car l'équité qui est éminemment relative, extrêmement relative, l'équité, évidemment, les Chinois que nous considérons, ou l'entrée de la Chine dans l'OMC que nous avons considéré comme inéquitable, eux l'ont considéré comme équitable. Et leur manipulation de la monnaie, ils en ont besoin
pour réussir. Donc il y a un mot en plus qu'on n'a pas prononcé autour de la table, à mon avis, c'est le mot régulation. Et deuxième idée que je voudrais proposer également, lorsque nous avons un État aussi important, grosso modo 50%, dans son poids économique qu'il est en France, on doit faire en sorte que l'État applique les notions de changement et les notions d'innovation de la même manière que les entreprises. Sinon, ce que feront les entreprises ne servira pas à grand-chose. Une question là-bas, monsieur. Et pour revenir à Philippe Lemoine, j'ai bien aimé ce que vous avez dit sur la croissance par les entreprises rapides. Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à dire un mot du capital risque et du rôle que peut jouer le capital risque dans cette croissance rapide? Je voulais dire une chose juste. Hein. Quand on regarde les 100 premières entreprises françaises qui sont nées, je ne dis pas restructurées ou rebaptisées, qui sont nées depuis moins de 30 ans, il n'y en a pas. Quand on regarde dans les 100 premières européennes, combien il y en a qui sont nées depuis moins de 30 ans, il y en a 9. Quand on regarde aux États-Unis, il y en a 63. Alors, on a un énorme problème. Il faut arrêter de parler uniquement en démographie de l'entreprise de l'acte de naissance. Il faut essayer de voir l'acte de croissance. Quelles sont les entreprises rapides et comment elles se développent. Et regarder chacun des maillons. Et de ce point de vue-là, effectivement, le capital risque est quelque chose de très important parce que ça s'adresse à une certaine phase de la vie de l'entreprise dans lequel ce qui est essentiel, c'est de financer une prise de risque sur le business model auquel pensent les entrepreneurs. Et ça, ce n'est pas les mêmes façons de travailler, ce n'est pas les mêmes circuits de financement qu'une économie de prêt pour financer du bas de bilan dans une économie de reproduction. On est dans de plus en plus de secteurs dans des coûts de reproductibilité nuls, mais par contre, la mise au point du premier modèle, du prototype, du business model, ça c'est extrêmement cher, extrêmement risqué. Donc tout à fait d'accord avec vous, c'est un des secteurs, quand je parlais de diversification des financements, sur lequel il faut mettre le paquet. Une autre, presque dernière question. Je ne vois pas de main. Si, madame, au troisième rang. Ce sera peut-être la dernière parce qu'il est 11 heures. Dans les entreprises du CAC 40 en particulier, on a l'impression que les jeunes ont du mal à s'intégrer, les vieux, on les vire à 50 ans, et si vous n'êtes pas sorti d'une grande école, de toute façon, vous êtes bloqué. Est-ce que justement, pour avoir des entreprises qui soient plus dynamiques, on n'a pas besoin aussi de savoir mettre en valeur et profiter de tous ces talents? Bien interne. Pas du tout. Oui, alors nous, on n'est pas dans le CAC 40, mais je vais répondre. Moi, j'y suis, alors je vais répondre. Hein. Franchement, qu'est-ce que c'est que cette attaque? Oui, alors je vais répondre, n'étant pas du CAC 40, je vais juste te dire... On va vous prendre tous les deux. Je vais dire un mot, mais en effet, je me retrouve peu dans cette question-là. Alors nous, on est une entreprise, comme je dis, qui recrute énormément. 60 000 jeunes dans le monde, et vous imaginez qu'ils ne sont pas tous sortis de grandes écoles. On est dans des systèmes qui sont largement basés sur la méritocratie. Donc, c'est plus sur la base de diplôme, c'est la base de votre performance, de vos résultats et de vos propres mérites. Et bien évidemment, le recrutement, si on prend des entreprises, et notamment les entreprises les plus grandes, vous imaginez que si on recrutait que dans les grandes écoles, on recruterait pas du tout le nombre dont on a besoin. Donc, le recrutement, et en plus là c'est très français, mais le recrutement s'élargit. D'ailleurs, il y a des efforts extrêmement importants qui sont faits par les entreprises de tout type, je ne parle pas du capital, mais les grandes entreprises, pour aller sur les campus des universités avec un recrutement dans la diversité qui augmente énormément, avec des programmes et avec des vrais résultats. Donc je crois que la manière dont vous présentez les choses est en tout cas, vue d'une entreprise comme la nôtre, certainement exagérée. Allez-y, Jean-Bernard Lévy, pardon. Je voudrais simplement réagir à cette attaque infondée et tardive. Je crois qu'il faudrait mieux défendre les entreprises du CAC 40 que les attaquer. On vient de rappeler qu'on avait assez peu de très grosses PME et notamment des PME récentes. Il se trouve qu'on a des grands groupes mondiaux qui sont souvent des leaders dans leur domaine. Alors je crois qu'il faudrait plutôt les encourager que les attaquer. On a l'habitude de se défendre, que ce soit sur nos rémunérations, que ce soit sur notre politique sociale. Je voudrais quand même rappeler la diversité des situations des salariés, que nous faisons énormément de stages,
que nous prenons des gens de cursus extrêmement variés, aussi bien de cursus universitaires que des apprentis. Les chiffres en ce qui concerne les entreprises du CAC 40 sur l'apprentissage sont extrêmement élevés. Et puis que nous proposons aussi à de très nombreux jeunes des opportunités de travailler à l'étranger et je crois de renforcer. Par contre, ce que je veux bien admettre, c'est que ce qui nous intéresse, c'est des jeunes ambitieux, des jeunes qui ont envie de travailler. On sait que dans la population française, en particulier compte tenu de nos systèmes de protection sociale, eh bien on peut développer et s'épanouir en travaillant, en étant ambitieux et en trouvant un job dans une boîte du CAC 40. On peut aussi avoir moins d'ambition et vivre dans la civilisation des loisirs à laquelle Vivendi contribue d'ailleurs. Voilà. Merci. Jean-Claude Mailly, on va clôturer la table ronde. J'ai envie de vous donner le mot de la fin, parce que vous êtes encore une fois invité au MEDEF. Vous avez entendu tout le monde. Qu'est-ce que vous tirez finalement de nos échanges? Non, mais je crois, moi, qu'on est effectivement, quand je dis en période de crise, c'est pas simplement économique et financière, on est, ce qui a été dit d'ailleurs et rappelé, un système de référence à un moment donné, et on va vers autre chose, et on est dans cette période qui peut durer un moment. Maintenant, sur l'équité, et ça a été dit à juste titre, c'est par définition, c'est subjectif. Équité, ça fait référence à la notion de justice. Donc, par définition, c'est subjectif. C'est la différence, par exemple, avec la notion d'égalité, au moins sous l'aspect égalité de droit. Je sais pas, on est malade, on a une égalité d'accès aux soins, voilà, ça se mesure en termes de droit. Mais la notion d'équité est tout à fait une notion subjective. Alors, c'est vrai qu'en fonction de la manière dont on définit la compétitivité, compétitivité équitable, ça peut ne pas être simplement un paradoxe, mais un oxymore. Merci, bravo à tout le monde. Merci d'avoir été attentif. Je vous remercie. Au revoir.